Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à ce grand événement de la vie culturelle marseillaise. Ce festival créé et pensé il y a 30 ans par Thierry Fabre, que nous remercions chaleureusement de nous avoir accordé sa confiance, de nous avoir donné cette liberté de penser la suite de l'aventure. La suite de l'aventure, ce sont les nouvelles rencontres Averroès et une nouvelle équipe que j'ai le plaisir de présenter ici. Chloé Cambrelin, Rémi Baye, Julien Loiseau, et puis aussi et surtout Nadia Champem, Fabienne Pavia et toute l'équipe de l'association qu'elle dirige, des livres comme des idées. Alors, des nouvelles rencontres Averroès sous le signe de 3M. Marseille, on est toujours à Marseille pour penser et pour se réunir, débattre et partager autour de cette Méditerranée qu'on observe comme horizon. Une Méditerranée plus que jamais au centre de défis mondiaux, globaux, autour de compétitions et d'enjeux d'ordre climatique, géopolitique, économique, intellectuel, et qu'on aimerait cette année interroger à partir de cette Méditerranée fragile à protéger, mais aussi une Méditerranée féconde et créatrice. Bonjour à toutes et à tous, nous y voilà, Méditerranée, année zéro. Année zéro parce que la catastrophe n'est pas devant nous, la catastrophe n'est pas imminente, la catastrophe, elle est déjà là. Et qu'elle remet brutalement, il suffit chaque matin d'écouter sa radio, elle remet brutalement les pendules à l'heure. La catastrophe est là et nous avons donc besoin de suspendre le temps pendant ces 3 journées. C'est ça aussi l'année zéro, arrêter les horloges, suspendre le temps et prendre le temps d'écouter, de discuter, de débattre, d'être en désaccord, mais en désaccord fécond, au cours des tables rondes de ces 3 journées. Voilà, je crois, l'esprit de cette thématique que nous avons pensée pour cette première édition des Nouvelles Rencontres d'Averroès, être conscient de l'accélération des choses et exigeant dans notre besoin de prendre le temps du débat et de la liberté du débat. Et pour cela, ces nouvelles rencontres d'Averroès vont acclimater de nouveaux formats. Oui, Sophie Boutervala a cité Thierry Fabre. Bien sûr, nous nous inscrivons dans cet héritage et les tables rondes demeurent au centre des rencontres, mais nous avions aussi envie de vous proposer de nouvelles formes, de nouveaux formats, notamment 3 masterclass, des traversées en écho au thème des rencontres, bien sûr, et au thème des tables rondes pour proposer d'autres prises de parole de personnalités qui ne sont pas des chercheurs, chercheuses, mais qui ont aussi un regard, une expérience à partager avec nous. La première masterclass a eu lieu hier avec Delphine Rouillot, qui est revenue sur son expérience de directrice générale de France Terre d'Asile. Juste après cette table ronde, nous aurons une deuxième masterclass, une deuxième traversée avec le plasticien photographe Nicolas Floch, qui va revenir en images, bien entendu, sur un travail important qu'il a réalisé tout le long du littoral du parc national des Calanques. Là, c'est la Méditerranée des profondeurs, la Méditerranée fragile, et ce qui nous montrera, ce qui nous expliquera, fera écho aussi avec la table ronde à laquelle nous allons assister à présent. Et puis demain, 3e masterclass avec Jules, l'auteur de bande dessinée que vous connaissez et qui nous expliquera, lui, de quelle manière il se saisit dans son travail de la mythologie grecque notamment. Autre nouveauté de ces nouvelles rencontres, le grand entretien, 1h30 avec une personnalité qui nous livre son regard sur la Méditerranée et sur le monde à travers son parcours personnel, intellectuel, professionnel. Et pour ce premier grand entretien, nous aurons l'honneur d'être demain en compagnie de Hassan Salamé, grand professeur de relations internationales, diplomate, qui a été aussi ministre de la Culture au Liban, pour une discussion en compagnie également de Brigitte Curmy, ancienne ambassadrice de France en Libye, à Malte et pour la Syrie. Donc ça, c'est demain dans cette même salle à 18h. Et puis, une autre nouveauté, à 19h aujourd'hui, nous vous invitons à nous rejoindre pour la
Bibliothèque Bleue. Voilà, nous serons là, tous les quatre, en compagnie également de Fabienne Pavia, pour partager avec vous des conseils de lecture, une sélection d'ouvrages de sciences humaines et sociales publiés au cours de cette année en lien avec la Méditerranée. Voilà, nous connaissons l'appétit du public des rencontres d'Averroès pour les livres et la lecture. Donc notre espoir, c'est de pouvoir partager modestement, mais voilà, tout ça avec vous et également d'en discuter. Bonjour à toutes et à tous. Et donc voilà, il y a ce programme en journée, mais il y a aussi les soirées et les rencontres d'Averroès. Comme les nouvelles rencontres d'Averroès ne sauraient être complètes sans ces moments qui, d'une autre manière, avec leur approche sensible, leur manière de traiter différemment ce qui peut être dit, voilà, à cet endroit-là, créent d'autres moments pour finalement rassembler et compléter ce que sont les nouvelles rencontres d'Averroès. Vous l'avez entendu dans le texte d'annonce. Ce soir, nous pourrons entendre le texte Le Prophète de Khalil Gibran, un texte qui est apparu il y a près d'un siècle, de sa grande puissance spirituelle, humaniste, sert quand même à nous rapprocher les uns les autres, et c'est un texte qu'il est bon de relire, de réécouter. Donc ce soir, voilà, je vous invite vraiment à nous retrouver dans cette salle. Il y a ce texte qui est un texte vraiment de patrimoine, si je puis dire. Il y a aussi la création contemporaine qui sera mise en valeur demain soir. Le texte s'appelle « Toi et ton frère ». Il est écrit par l'autrice Marie Cosnay, qui est également aussi engagée dans l'accueil des personnes exilées. Il sera lu par Michel Esco. Michel Esco a remporté cette année le Molière du meilleur acteur, et il sera accompagné, ce texte, par le contrebassiste Bastien Bonny. Ce texte, donc, qui a été monté par Evelyne Pravido, nous raconte l'histoire des frères Barberousse, de leur voyage, en écho direct aussi avec des trajets plus contemporains de jeunes personnes qui prennent la mer avec leurs peurs et leurs espérances. Donc c'est demain, et je vous invite à écouter également ce très beau texte. Et puis dimanche, en point d'orgue de ces nouvelles rencontres, ça se passera cette fois-ci au Silo, et il y aura un concert de la chanteuse Eynour, la chanteuse kurde, qui pour la première fois viendra avec ses musiciens à Marseille. C'est un événement de l'avoir parmi nous. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre pour ce dernier jour, ce dernier moment des nouvelles rencontres d'Averroès. Il reste des places pour les trois, alors vous êtes les bienvenus. Mais bon, je sais que vous êtes impatients de retrouver les tables rondes quand même, alors je vais vous laisser avec la première, dont le thème est Sentinelle. Elle est animée par Jean-Christophe Ploquin, que vous connaissez bien, rédacteur en chef de La Croix, toujours partenaire des rencontres. Merci et belle rencontre, nouvelle rencontre d'Averroès à toutes et tous. Bonjour à tous et à toutes, merci de votre présence, très heureux de retrouver ceux et celles qui étaient là l'an dernier et les années précédentes. La Croix est toujours très heureuse de participer et d'être en partenariat avec les rencontres d'Averroès. La Croix qui organise demain d'ailleurs une grande opération qui se tiendra en partie ici, grande opération nationale qui s'intitule « Faut qu'on parle ». Et donc c'est une invitation à dialoguer, 6000 personnes qui ont répondu favorablement à une invitation de La Croix et de Brut, le média en ligne Brut, pour discuter avec des gens dont ils savent à l'avance qu'ils n'ont pas la même opinion. Donc 3000 rencontres en face à face avec des gens qui vont se rencontrer pendant 1 heure et essayer, pas forcément de se convaincre, mais de discuter, d'échanger, d'écouter l'autre pour savoir pourquoi il pense ou elle pense différemment. Voilà, et donc on est, finalement, les rencontres d'Averroès, c'est aussi dans cet état d'esprit, un lieu d'échange et de dialogue. Et aujourd'hui, donc, on ouvre avec cette table ronde intitulée Sentinelle, qui est un intitulé qui, je pense, doit beaucoup à la question du climat, et ça permet de présenter tout de suite Valérie Masson-Delmotte, qui est à distance. Et il faut quand même qu'on vous dise l'anecdote, c'est que Valérie Masson-Delmotte, qui est une spécialiste du climat, a été paralysée par le climat, par la tempête de neige qui est passée au-dessus de la région parisienne hier, et du coup qui a rendu les routes, les accès difficilement praticables autour de chez vous. Valérie, bonjour, est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, je me réjouissais de vous rejoindre, et effectivement la neige a empêché la circulation des bus ce matin, j'en suis désolée.
mais la technologie nous permet d'échanger à distance, ce qui est formidable. Voilà. Valérie, donc vous êtes directrice de recherche au Commissariat de l'énergie atomique et vous avez été pendant de très longues années, et j'imagine que vous êtes toujours une experte qui travaille au GIEC, donc ce réseau d'experts sur le climat qui travaille en lien avec les Nations Unies. Et donc, on commencera avec vous la table ronde tout à l'heure. À ma droite, Pierre Zaoui. Bonjour Pierre. Bonjour. Qui est philosophe, maître de conférence à l'université Paris-Cité et dont je dirais qu'il a écrit un livre que vous trouverez à la librairie tout à l'heure, dont le titre est magnifique, « Beauté de l'éphémère, apologie des bulles de savon ». Et à ma gauche, Alessandro Giacone. Bonjour Alessandro. Bonjour. Vous êtes diplômé de l'École normale supérieure et vous enseignez à l'Université de Bologne. Et vous êtes, on parlait tout à l'heure de la meilleure façon d'aller de Paris à Bologne, qui sont un peu les deux villes où vous vivez et travaillez. Et c'est toujours pas possible de le faire véritablement en train. Ça, c'est vraiment un problème. En Europe, il n'y a pas assez de trains qui circulent entre les grandes villes européennes. Donc, voilà, aux grandes dames, j'imagine, de Valérie Masson-Delmotte, vous prenez assez souvent l'avion pour aller de Paris, de France en Italie. Mais vous êtes historien et c'est évidemment votre dernier livre porte sur les relations entre la France et l'Italie, histoire de deux nations sœurs. Les sœurs qui parfois s'aiment et parfois se crêpent un peu le chignon. Voilà, on voudrait démarrer peut-être cette table ronde par cette notion, ce mot de sentinelle, qui est finalement assez inhabituel pour une table ronde. Moi, quand les organisateurs m'ont parlé de cette table ronde, sentinelle, ça m'a fait penser à la fois un peu à l'idée d'un guetteur, surveiller les alentours pour éviter toute surprise, mais aussi à la notion de protection, de défense. Finalement, la sentinelle, elle défend ceux qui sont à l'arrière d'elle-même, et puis aussi il y a une notion de vulnérabilité. La sentinelle, c'est finalement celle qui est en première ligne et lorsque l'ennemi attaque, c'est sans doute elle qui va prendre la première balle. Donc voilà, pourquoi cette notion de sentinelle? Et là, je me retourne vers vous, Valérie Masson-Delmotte, parce que c'est une notion qui est importante dans la recherche climatologique. Oui, merci beaucoup de me donner la parole pour démarrer les réflexions. Et donc, je veux d'abord en fait rappeler où nous en sommes au niveau de l'influence humaine sur le climat au niveau planétaire et les particularités pour la région méditerranéenne. Donc, nous savons, il n'y a aucun doute, que le réchauffement actuel est dû aux émissions de gaz à effet de serre historiques et actuelles qui continuent à augmenter dans le monde, même si elles baissent dans 26 pays, dont la France. Et donc, du fait de cette augmentation des rejets de gaz à effet de serre, on accumule de la chaleur qui entraîne un ensemble de modifications de l'état physique du climat, dont le réchauffement planétaire, qui, pour la première fois cette année, dépasse 1,5 degré de plus que le climat pré-industriel. Et donc, on estime que la partie due à l'influence humaine atteint 1,3 degré jusqu'à la fin 2023. Et ce réchauffement, cette accumulation de chaleur, affecte de multiples caractéristiques physiques, de multiples aléas. Et en région méditerranéenne, ces aléas sont particulièrement graves, multiples, interconnectés, et ils interagissent avec une exposition forte des écosystèmes, des sociétés humaines à ces aléas, avec également une vulnérabilité élevée et des risques interconnectés en cascade, de même que des limites aux capacités d'adaptation pour la vie marine, pour les écosystèmes terrestres et pour les sociétés, les groupes humains les plus fragiles. Et je crois que la Méditerranée, du coup, a été désignée comme une sorte de sentinelle, c'est ça, par les experts du GIEC? Alors, dans le dernier rapport du GIEC de 2022, on a en fait un focus spécifique sur la Méditerranée qu'on considère comme, alors le terme anglais c'est hotspot ou point chaud, on peut aussi le décrire comme sentinelle. Alors pourquoi? Donc parce qu'on voit déjà en fait se matérialiser des impacts graves qui sont liés à l'eau. L'eau à travers une baisse de la pluviométrie, l'eau à travers une augmentation de la durée, de la sévérité des sécheresses agricoles,
l'eau à travers l'augmentation des pluies extrêmes et du ruissellement, et on l'a vu tragiquement il y a peu de temps à Valence. Tout ça, en fait, est dopé par un climat plus chaud. Également, donc, les conditions climatiques propices à des incendies, les conditions chaudes, sèches et venteuses. Également, en fait, une conséquence directe du réchauffement, c'est l'augmentation des extrêmes chauds sur terre et en mer. Par exemple, à Nice, on a eu l'été dernier, un record en fait en nombre de nuits tropicales. Et on voit bien que l'habitat aujourd'hui n'est pas encore adapté pour permettre de se reposer avec des enjeux majeurs sur l'augmentation de la chaleur extrême en termes de santé et donc, au travail. La Méditerranée joue un peu ce rôle de témoin avancé finalement d'une variation très forte du climat. Oui, et notamment parce que on a des vulnérabilités particulièrement fortes, notamment pour les écosystèmes marins. Donc les écosystèmes marins, ils sont en première ligne de ces événements chauds, les canicules marines, avec déjà des mortalités de masse, des intrusions d'autres espèces qui tirent parti de ces conditions plus chaudes, une augmentation par exemple des méduses. On a également une vulnérabilité qui est importante par rapport à l'accès à l'eau. On a déjà en fait autour de la Méditerranée 180 millions de personnes qui font face régulièrement à des situations de pénurie d'eau. Et l'eau, en fait, affecte aussi, bien sûr, la capacité de production agricole. Et donc, elle est également liée aux enjeux de sécurité alimentaire, de nutrition, de santé, avec autour de la Méditerranée une particularité qui est la dépendance, pour la partie sud, aux importations alimentaires. Et puis, un autre aspect autour de la Méditerranée, c'est également la montée du niveau de la mer. Autour de la Méditerranée, en fait, un tiers de la population vit vraiment à proximité du littoral. Et la montée du niveau de la mer, elle a de multiples effets. L'augmentation des risques d'inondation lors des tempêtes, les submersions côtières, associées au risque d'inondation par pluie extrême. Mais on a également l'érosion du littoral et certains secteurs, par exemple les grands deltas, pour le Pô, l'Èbre ou bien le Nil, particulièrement exposés à la montée du niveau de la mer. On a aussi l'enjeu de la salinisation des ressources en eau pour le littoral, liées à la montée du niveau de la mer. Et du coup, en fait, ce qui est particulièrement frappant, quand on regarde les deux rapports récents rendus par le groupe d'experts climat-environnement de la Méditerranée, un exemple de coopération scientifique, donc de tous les experts des pays riverains, c'est l'importance de ces risques littoraux, donc un rapport spécifique sur cet enjeu, avec des choses qui touchent aussi aux écosystèmes des zones humides. Vous savez, par exemple, on a ces zones humides exceptionnelles qui sont en fait un lieu de biodiversité rare, un lieu d'étape des oiseaux migrateurs, par exemple. Et en fait, ces zones humides, elles peuvent être coincées en fait face à la montée du niveau de la mer et l'augmentation de la salinité, et puis l'urbanisation qui se trouve de l'autre côté, qui pose des problèmes aigus en fait, de réponse tenant compte à la fois des besoins humains, mais aussi des écosystèmes et de cette biodiversité unique. Et puis l'autre rapport récent qui a été rendu cette année, il porte sur ce qu'on appelle les nexus. Les nexus, en fait, ce sont ces risques interconnectés. Et en Méditerranée, on n'a pas que le changement climatique. On a l'augmentation de la population, l'industrialisation, on a également donc parfois la surexploitation des ressources, la surpêche, la pollution, l'urbanisation, des changements profonds des styles de vie, une perte parfois de savoir construit sur des millénaires d'approches soutenables. Et donc, ça interagit avec le changement climatique et ça affecte en fait la sécurité d'approvisionnement en eau, la sécurité alimentaire, la sécurité par rapport aux services dont nous dépendons, l'aquaculture, la pêche, l'ensemble des services rendus par les écosystèmes, la production alimentaire. Et ça interfère aussi avec les questions d'énergie. Et je termine par cet enjeu sur l'énergie. En fait, la région méditerranéenne, c'est 6% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Mais en fait, par exemple, la production d'électricité autour de la Méditerranée, elle est encore à 3/4 dépendante des énergies fossiles. Donc il y a une dépendance aiguë par rapport à l'approvisionnement en énergie pour faire face à la demande. Et le développement des renouvelables, par exemple en Méditerranée, c'est que 11% de la consommation d'énergie. C'est 2 fois moins en fait que la moyenne dans l'Union européenne, c'est moins que le niveau planétaire. Donc, et donc on est sur ces enjeux interconnectés, oui. Ces enjeux de transformation qui font de cette région une sentinelle effectivement
à la fois des risques très graves en fait, pour le bien-être humain, pour des pertes irréversibles d'écosystèmes, mais également des enjeux de coopération et de transformation. Merci Valérie Masson-Delmotte. Je me tourne vers vous, Alessandro Giacone. Est-ce que vous êtes historien, cette notion de sentinelle, est-ce qu'on la retrouve? De quelle façon on la retrouve en histoire? Eh bien, à nouveau, laissez-moi la possibilité d'exprimer ma reconnaissance d'être aujourd'hui parmi vous devant un public aussi nombreux. Oui, le terme de sentinelle est quelque chose qu'il faut opposer peut-être à l'autre terme qui a été utilisé, celui de témoin. La sentinelle, c'est la personne qui, en général, un soldat. Et on remarquera d'ailleurs que c'est un mot féminin, alors que la fonction a souvent été, dans l'histoire, exercée par les hommes. Le mot n'a jamais été masculinisé, comme on aurait pu penser. C'est cette importance de la sentinelle, la personne qui est là pour prévenir, pour donner l'alerte, qui est exposée également donc en première ligne, comme ça a été dit. Le témoin, c'est celui qui vient après, c'est-à-dire celui qui reflète un peu, réfléchit sur ce qui a eu lieu, qui donne son expérience. La sentinelle, c'est quelqu'un qui essaie de trouver les signes avant-coureurs. Alors je rebondis sur ce qu'a dit ma collègue, c'est ce réchauffement climatique et ces évolutions au sens large, pas seulement dans le sens d'une augmentation des températures, ont également une profonde influence qui n'est pas tout à fait nouvelle, parce que la Méditerranée a toujours été un lieu d'échange, de rencontres, de circulation. Même les premiers colons grecs, très souvent, quittaient leur patrie, la Grèce, pour venir établir des colonies. Ça a été le cas en Italie, c'est le cas à Marseille, bien évidemment. Très souvent, quand il y avait des situations, soit des guerres, mais également des situations climatiques de disette. Donc, ce n'est pas des choses tout à fait nouvelles. Ce qui quand même marque l'époque dans laquelle on se trouve, c'est l'extraordinaire accélération de ces phénomènes, avec des conséquences qui affectent également la circulation des hommes et également la manière dont nous structurons aujourd'hui notre débat politique. Le thème de l'immigration est devenu ce qui permet de gagner ou de perdre les élections. Je donnerai simplement un chiffre qui permet de voir à quel point l'évolution a été rapide. Il y a 10 ans, on estimait que les migrants climatiques étaient à peu près 3,5 millions dans le monde. Aujourd'hui, les derniers chiffres remontent à la fin de 2023, c'est 8 millions de personnes à peu près. On a une accélération, c'est-à-dire une augmentation de 120%. Ce qui pose des problèmes, bien sûr, de gestion, de comment organiser les flux, et également sur le plan juridique, parce que jusque-là, au moins dans le discours politique, les choses étaient claires. On peut être ou ne pas être d'accord, c'est pas ça la question, mais on acceptait le migrant politique, la personne qui était persécutée, l'asile était à peu près naturel. On acceptait ou pas en fonction de la conjoncture économique le migrant économique. Mais que fait-on de cette nouvelle catégorie, c'est-à-dire le migrant climatique? Quelqu'un qui peut-être ne connaît pas la guerre, mais quand vous avez des températures qui en Afrique noire peuvent monter jusqu'à 50, de temps en temps 55 degrés, ce qui rend la vie simplement impossible. Comment empêcher ce type de migration? Et c'est donc l'un des sujets qui font en sorte que le Méditerranée, qui a toujours été une sentinelle, est encore aujourd'hui peut-être encore davantage qu'il y a 20 ou 30 ans au centre du débat des historiens et des philosophes. Alors, le philosophe, je me tourne vers vous, Pierre Zaoui. Effectivement, est-ce que en philosophie, finalement, cette notion de signe avant-coureur est présente? Tout est présent en philosophie, c'est ça qui est formidable. Les philosophes connaissent pas grand-chose, mais on peut parler de tout, donc on peut aussi parler de la Méditerranée sentinelle. On se méfie comme de la peste de la pensée analogique, parce que de passer de la question du réchauffement climatique, qui est une question quand même précise et technique, aux enjeux aussi politiques et sociaux qui se jouent autour de la Méditerranée, il faut faire attention. Bon, mais une fois cette réserve énoncée, je vais quand même essayer de transposer cette notion de sentinelle dans les enjeux politiques. Et là, on peut se rendre compte que simplement, je vais être encore plus catastrophiste que n'était Valérie Masson-Delmotte. C'est vrai que la Méditerranée, l'ensemble de la Méditerranée est un hotspot et aussi un point chaud de modification politique et à peu près, ces 30 ou 40 dernières années, à peu près toujours pour le pire. Et je pense qu'il faut quand même en prendre compte. Bon, il y a deux types de sentinelles. En tout cas, pas en philosophie, mais en théologie, il y a les anges sentinelles, les anges gardiens. Je pense que les climatologues sont un peu nos anges gardiens, même si personne ne les écoute. Oh, bah alors...
Un ange passe. J'ai parlé d'ange gardien, j'aurais pas dû. Mais c'est très bien qu'il parte parce qu'il y a aussi d'autres sentinelles plus sombres, la soldatesque sentinelle dont vient de parler Alessandro. Et j'aimerais un peu jouer à la sentinelle noire parce qu'au fond, si on s'intéresse politiquement à ce qui se passe en Méditerranée, on voit quand même que c'est un lieu d'expérimentation assez formidable et qui prépare assez formidablement les horreurs qu'on va vivre dans l'avenir. Si on regarde à peu près du plus simple que vous connaissez très bien à Marseille, qui est le développement du surtourisme, mais c'est un peu terrible quand même, cette barcelonisation généralisée de l'ensemble des villes méditerranéennes, qui présage un peu du pire, mais on est quand même capable de faire aussi bien pire autour de la Méditerranée. C'est quand même un haut lieu, si vous regardez ce qui se passe en Algérie, en Tunisie, en Italie, au Liban, en Syrie, en Israël-Palestine. On assiste à un effondrement de nos démocraties qui est peut-être un système d'alerte pour l'ensemble des démocraties mondiales. C'était Roberto Saviano en Italie qui disait il faut toujours regarder au début de l'élection de Trump, à sa première élection, avant donc la 4e, puisque c'est probable qu'il n'y ait pas d'autres élections par la suite aux États-Unis. Mais en tout cas, au début de la première, il disait il fallait regarder, nous on est le vrai laboratoire du monde, Trump on l'a eu 20 ans avant tout le monde, il s'appelait Berlusconi. Et au fond, il n'y a pas que l'Italie, on pourrait étendre ça à toute la Méditerranée. On a vu expérimenter ce que c'est qu'une démocratie qui dysfonctionne complètement, qui met en place des gouvernements très peu démocratiques, comme en Italie, peut-être comme bientôt en France, comme dans un certain nombre d'autres pays. On a vu au Liban ce que c'était vivre avec un État failli. On a vu comme une expérimentation, je pense que c'est... Jusqu'au 7 octobre 2023, c'était quand même le pire événement du XXIe siècle, ce qui s'est passé en Syrie pendant 8 ans, où on a eu une sorte d'autogénocide, la moitié de la population déplacée, entre 500 000 et 1,5 million de morts. C'était quand même très, très remarquable, là encore, pour présager de l'avenir. Bon, il faudra peut-être, avec le réchauffement climatique, tirer sur son propre peuple. Mais est-ce qu'on pourrait dire que finalement la sentinelle n'a pas joué son rôle ? C'est-à-dire là, vous nous décrivez vraiment une situation un peu catastrophique dans de nombreuses situations. Est-ce que la sentinelle a déjà disparu ? C'est une sentinelle Cassandre, c'est une sentinelle que personne n'écoute. Et de ce point de vue-là, donc il y a eu ça, et puis il y a quand même ce qui se passe depuis un an, qui est encore plus épouvantable. On a quand même un peuple issu d'un génocide qui est en train de commettre un autre génocide, alors pas au même sens, mais qui est à peu près avéré. Enfin, les juristes et les experts de l'ONU. Il y a une bonne nouvelle. Netanyahou est convoqué devant la Cour pénale internationale, ce qui est enfin une bonne nouvelle que fait la CPI. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe, et à Gaza et au sud Liban, enfin pas qu'au sud Liban, jusqu'à Beyrouth, et plus encore en 1906 Cisjordanie, même si c'est à plus bas bruit, où on est entre un génocide, on est presque dans un sentiment qu'il crée un génocide pour cacher une purification ethnique plus grave encore que celle qui a lieu en Cisjordanie. Bon, il se passe on expérimente des choses absolument terribles. En termes de génocide dans son acception moderne, c'est-à-dire pas nécessairement de destruction de tout un peuple, mais en tout cas destruction de systématique politique d'un peuple avec l'intention de détruire au moins une partie d'un peuple, comme à Srebrenica. Srebrenica, c'est 8000 personnes, c'est pas la quantité, donc évidemment c'est pas au même sens que la Shoah, mais il y a la gravité extrême de ce qui se passe en Israël-Palestine est quand même terrible. Et Benjamin Netanyahou effectivement poursuivi pour... Dans une indifférence quand même à peu près généralisée de l'ensemble du monde méditerranéen. Il y a des manifestations et du monde tout court. Donc il y a toutes ces expérimentations. Et puis pour rejoindre sur la question du réchauffement climatique, il y a aussi une très forte... lien en Méditerranée sur la manière dont s'imbriquent les catastrophes climatiques et les catastrophes politiques, puisque au fond, en Syrie, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus pour montrer combien un grand nombre de sécheresses ont frappé la Syrie entre 2007 et 2011, avant les premières révoltes du printemps arabe. On pourrait faire un lien entre la politique qui est en train de mener aujourd'hui Israël et le problème de l'eau et de l'eau du Jourdain, parce qu'il est probable, ironie de l'histoire, qu'un jour le réchauffement climatique les mette tous d'accord qu'il n'y ait plus d'eau dans le Jourdain et qu'ils meurent tous de soif.
Donc, je suis un petit peu catastrophiste, mais c'est quand même ça, la sentinelle. En même temps, pour ajouter, pour ce début, après, rassurez-vous, j'essaierai Oui, après, on a anticipé quand même de parler des solutions à la fin de la conversation. Donc là, on plonge un peu dans le glauque, on va dire, et normalement, il y aura une petite... Il y a toujours des solutions. En théorie, la philosophie s'occupe que de théorie, donc en théorie, tout va bien. On trouve toujours des solutions. Non, le dernier point, c'est qu'en un sens, c'est un hotspot, en un autre sens, c'est un cold spot aussi, la Méditerranée. Et c'est un cold spot parce que le centre du monde s'est déplacé. Bon, il n'y a plus le grand empire ottoman de Solomon le Magnifique et le colosse espagnol de Charles Quint a disparu, pour reprendre les deux colosses de la Méditerranée de Brodel. Ils ont disparu depuis très longtemps. C'est plus du tout le centre du monde, comme ce le fut dans l'Antiquité. Le centre du monde, il est passé dans le Pacifique. Les enjeux primordiaux de la planète vont se jouer dans la guerre entre la Chine et les États-Unis. Donc on a parlé il y a quelques années d'une provincialisation de l'Europe. On peut parler tout autant d'une provincialisation de toute la Méditerranée. Donc de ce point de vue-là, ce qui se passe en Méditerranée aussi, je pense que c'est aussi l'une des autres raisons, c'est que ça intéresse au fond plus grand monde, à part peut-être les Méditerranéens. Et en tant que Méditerranéen, c'est peut-être une bonne nouvelle d'ailleurs. Pour savoir que faire, même si c'est la question léniniste et une question dangereuse. Lacan disait ne pose la question que faire que celui dont le désir s'éteint. C'est peut-être pas la question que faire qu'il faut poser, mais disons pour essayer de se donner un peu d'air et un peu de possible. Si c'est année 0 possible, il y a beaucoup de possibles tragiques qui, je crois, faut dire et prendre en compte. Il y a des possibles peut-être plus joyeux qu'on peut examiner tout à l'heure. Alors, Valérie Masson-Delmotte, on peut s'interroger justement avec la notion que Pierre Zaouy vient de la notion, en tout cas la terminologie d'année zéro, qui est celle de ces rencontres, de cette édition des nouvelles rencontres d'Averroès. Et tout à l'heure, le quatuor qui a imaginé ces rencontres est venu expliquer le pourquoi de cette idée d'année zéro. Mais en même temps, moi, ça m'a un petit peu interpellé, finalement, pourquoi une année zéro. L'année zéro, ça donne un peu peut-être le sentiment que tout commence, mais on sait bien qu'on est dans une histoire longue et une histoire proliférante et peut-être très envahissante. En même temps, effectivement, l'idée d'année zéro, c'est peut-être le temps, c'est peut-être l'idée de se poser, de se mettre un peu en retrait, de prendre du temps pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Qu'en pensez-vous en tant que climatologue, Valérie Masson-Delmotte? Il me semble que en climatologie, alors il y a des années, voire même des périodes de référence dans toute la stratégie de lutte contre le changement climatique. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fixe comme ça des années zéro ou des périodes de départ? Alors moi, j'avais pas trop envie de prendre la question de l'année zéro dans ce sens-là. Et vous avez remarqué peut-être qu'en termes d'objectifs de soutenabilité, pour agir face au changement climatique, on utilise souvent des objectifs zéro. Par exemple, comme il y a un lien direct entre le cumul des émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2, au cours du temps, depuis la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui et celle à venir, et le niveau de réchauffement planétaire, c'est le premier facteur actuel et futur. Une des conditions clés pour arriver à limiter le réchauffement planétaire, c'est d'atteindre des émissions de CO2 dans le monde dues aux activités humaines à zéro net. Donc c'est une de ces manières dont on utilise le terme zéro. Et là, zéro est très positif, mais le défi, c'est comment y parvenir. Et comment sortir de cette dépendance aux énergies fossiles, du rôle tragique des industries, des pays exportateurs d'énergie fossile au niveau géopolitique. Le deuxième volet du zéro auquel je pensais, c'est pour préserver le foncier agricole, pour préserver les écosystèmes, les zones humides. On fait aussi référence au zéro artificialisation nette. Et c'est un défi. On voit bien que dans beaucoup de communes, du fait des difficultés d'accès au logement, du fait de l'évolution démographique, du fait de tendances lourdes d'un tourisme pas du tout soutenable, il y a une pression forte à l'artificialisation. Et puis en même temps, face à la montée du niveau de la mer, on estime qu'il y aura 20 millions de Méditerranéens, de toutes les rives de la Méditerranée, qui vont devoir bouger. Les ouvrages de protection en dur vont voir leur capacité dépassée, on aura de l'inondation permanente. Et donc, comment concilier finalement ce zéro artificialisation nette avec ce repli planifié qui va être nécessaire? Voilà, c'était en fait deux des facettes que je voulais
ajouter à la réflexion sur l'année zéro. Mais pour revenir à ce côté année zéro, peut-être que la troisième perspective est la suivante. On sait en fait à quel point le changement climatique peut exacerber des conflits. Conflits en cas de transition non perçue comme juste, rejet de politique climatique, conflits par rapport à l'incapacité d'avoir une alerte décente ou des stratégies d'adaptation correctes. On l'a vu en Espagne, par exemple. Mais aussi conflits lorsque les activités économiques sont sensibles aux aléas climatiques avec une gouvernance fragile, de fortes inégalités, de la pauvreté. Et là où ça peut devenir des conflits armés, c'est dans les situations de marginalisation politique, hein, c'est une évidence. Et donc reprenons ça dans l'autre sens. Et l'autre sens, c'est par rapport à la situation très grave actuelle, par rapport aussi à des populismes d'extrême droite qui rejettent les connaissances scientifiques, hein, les nouveaux obscurantismes, ils sont là. Comment en fait peut-on s'appuyer sur les citoyens, la vie démocratique, les connaissances scientifiques, pour consolider la paix cette fois de manière résiliente face au changement climatique? Quelles sont les conditions pour le faire? C'est une gestion soutenable des ressources, par exemple la pêche, c'est la réduction de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire, et donc comment on renforce justement la lutte contre l'extrême pauvreté, c'est un enjeu majeur. Comment on assure l'accès à une eau de bonne qualité pour répondre aux besoins de base? Comment on renforce les institutions, y compris la coopération transfrontalière? Et comment est-ce qu'on pense une adaptation qui tient compte des conflits potentiels et des mouvements de personnes, sachant qu'en fait, dans certains contextes, l'immobilité, c'est un facteur énorme de vulnérabilité ou de piège de pauvreté. Donc année zéro comme année pour penser finalement un petit peu les solutions. Alessandro Giacone, en histoire, c'est peut-être un petit peu étrange aussi de raisonner avec une année zéro. Il y a beaucoup d'années zéro, mais selon les calendriers. Eh ben, moi, je dirais même qu'en histoire, il n'y a pas d'année zéro. Quand vous y pensez un instant, nous avons différents calendriers, mais je pense à ton enfant qui vient de quitter, il n'a pas d'année zéro. On dit qu'il a quelques semaines, quelques mois, mais on est toujours dans sa première année. Il n'y a pas le point de départ zéro. Dans notre calendrier chrétien, d'ailleurs, nous sommes un peu embarrassés parce qu'on ne sait pas trop exactement à quel moment est né Jésus. Donc, on a préféré, plutôt que déplacer toutes les dates de l'histoire de l'humanité pour une erreur de calcul, dire que Jésus est né à peu près entre le 6e et 6e, l'année 6 ou 8 après Jésus-Christ. On sait qu'il est né après, qu'il n'est pas né avant, mais nos certitudes s'arrêtent à peu près à ça. Pensons un instant à la Révolution française. Quand on a remis à zéro le calendrier, on a commencé par un an 1 de la Révolution française. On n'a pas commencé par une année zéro. Et vous avez certainement à l'esprit aussi le grand débat de l'an 2000. À quel moment commençait le 21e siècle? Il y a beaucoup de gens qui, le 1er janvier de l'an 2000, qui certes a inauguré une autre ère parce que c'est le jour où Poutine est devenu président de la Russie avec des conséquences jusqu'à nos jours. Mais déjà à l'époque, on disait non, pour les historiens, le siècle commence le 1er janvier, en l'occurrence de 2001. Vous savez, le siècle, il commence, le 21e siècle, commence en principe en 2001 et va se terminer l'année 2100. Et même chose pour le siècle précédent. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est exactement puisque nous en sommes aux rencontres d'Averroès pour savoir lorsque le prophète Mahomet à l'Égir l'an 622, si on compte une année zéro ou si on démarre directement à l'année 1. Mais tout cela pour dire que finalement, on est toujours déjà, il n'y a pas de moment véritablement fondateur, on est toujours déjà dans le cours des événements. Peut-être si on parle d'année zéro, c'est, tu le disais tout à l'heure à notre déjeuner, c'est la faute revient à un Italien, Roberto Rossellini, qui a fait ce film Allemagne année zéro, qui a un peu remis les pendules à l'heure, en quelque sorte. Pour en revenir au thème de la sentinelle, je parlais d'Averroès, mais parlons un instant de la Bible, quand le prophète Ésaïe a une célèbre image de la sentinelle, quand il dit « Sentinelle, où en est-on de la nuit ? Où en est-on de la nuit ?» Et la sentinelle qui répond « Le matin vient ». Mais la nuit reviendra aussi. En fait, toute la question qui se pose en histoire, mais qui se pose aussi dans d'autres disciplines, est simplement de dire où en est-on ? C'est-à-dire,
quand une sentinelle et un bateau est dans la mer, on s'orientait uniquement avec les étoiles, on n'avait pas d'horloge qui nous guidait. Difficile de savoir si l'aube allait revenir quelques heures après ou simplement si c'était une suite de jours et de nuits. Et nous en sommes hélas là, parce que le constat, effectivement, nous incite plutôt au pessimisme, mais on est tous curieux aussi de savoir quelle sera la suite. Et je vais essayer tout à l'heure de la développer. Alors, Pierre Zaouy, où en est-on ? Est-ce qu'on est dans une année zéro ? Alors, Alessandro venait de reparler du film de Rossellini, Allemagne année zéro. Bon, ça se passe, on est à Berlin en 1945, au milieu des ruines. Donc l'Allemagne est totalement en ruine, c'est à la fin de la guerre. Et que va redevenir l'Allemagne, comment elle va se reconstruire sur ses ruines après ce qui s'est passé? Je pense que la Méditerranée n'en est pas là. Et j'espère qu'elle n'en est pas là. Ce qui me semble intéressant, et il faut là se méfier absolument de la nostalgie ou de la fascination pour les ruines. C'est atroce, les ruines, il y a généralement des gens dessous. Et puis en plus de ça, on vit sans doute une époque, comme dirait Bruce Bégout, d'obsolescence des ruines. Bon, qu'est-ce qu'il y aura plus de ruines dans un monde numérisé? Il y aura sans doute de moins en moins de ruines et on ne saura même pas comment les réparer. À Paris, il y a ce problème des ruines du parc Monceau, qui sont des fausses ruines du 19e siècle, mais qui tombent en ruine. Donc qu'est-ce qu'on fait des ruines qui tombent en ruine? Ce que j'entends dans Année Zéro, malgré tout, c'est pas ça. Donc c'est justement pas un rapport aux ruines, mais un rapport à quelque chose d'absolument nouveau qui est en train de se passer aujourd'hui et qui coupe au fond la Méditerranée. Elle est vraiment pensée depuis Brodel, travaillée par des tendances longues. Les régimes passent, mais il y a au fond des flux de commerce, de culture, de paroles qui s'échangent, de voyages, de migration qui durent depuis l'Antiquité et qui se moquent bien un peu du clapotis événementiel de l'histoire. Là, il y a quand même quelque chose qui est en train de changer radicalement. Il y a un article dans Le Monde sur l'assèchement de la Méditerranée il y a 5 millions d'années, quand les colonnes d'Hercule se sont refermées. Et la Méditerranée, il y a peut-être une bombe climatique qui est dedans au milieu et qui va concerner tous les peuples qui vivent autour. Et il faut la prendre en compte. Donc l'année zéro, c'est de faire il faut repenser la Méditerranée aujourd'hui, indépendamment de son histoire. Et là, il y a quelque chose on ne peut plus retrouver. Et c'est pas un slogan, c'est pas un appel, c'est pas une chanson que je chantais beaucoup quand j'étais petit. J'aimais beaucoup cette phrase, mais elle est complètement idiote. Du passé faisons table rase, ça peut pas être un slogan. Mais en revanche, c'est une réalité. C'est une réalité. Et là, en ce moment, l'histoire est en train de faire table rase de tout le passé de la Méditerranée. L'explosion climatique a vraiment lieu, surtout que ce qui la produit aujourd'hui, ce qui produit les dégâts aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé il y a 30 ans ou 40 ans. Ce fait qu'Andreas Malm dit qu'il y a un côté spectral dans le retour de la nature. Elle revient comme un spectre pour se venger 30 ou 40 ans après de l'augmentation. Et là, les gaz à effet de serre qu'on produit aujourd'hui, c'est pour dans 30 et 40 ans la température de la planète. Valérie Masson-Delmotte, vous me corrigez si je dis des sottises. Donc on est dans ce schéma-là où au fond on est obligé d'être un baldien, on est obligé d'être absolument moderne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on ne trouvera pas, pour penser le problème auquel on est confronté aujourd'hui, on ne trouvera pas de ressources dans le passé. Et donc on peut trouver des ressources. Dans le présent, c'est très désespérant, donc on peut trouver des ressources que dans l'avenir. Merci. Valérie Masson-Delmotte, je me retourne vers vous. Je précise que quand Valérie Masson-Delmotte parle, vous remarquerez que tous les trois, on est un peu tournés sur notre droite. C'est parce qu'on a un écran qui nous permet de voir Valérie Masson-Delmotte et qui nous évite de nous tordre le cou pour la regarder derrière nous. Vous avez le confort de la voir en gros plan face à vous. Valérie Masson-Delmotte, donc peut-être aussi pour poursuivre la réflexion autour de cette notion de Méditerranée. Vous nous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez décrit en quoi elle était une sentinelle. Mais finalement, est-ce que on peut pas interroger aussi cette notion de Méditerranée d'un point de vue climatologique et finalement jusqu'où la Méditerranée climatologique et quelles influences venant d'ailleurs qui pèsent sur le climat en Méditerranée? En fait, le terme climat méditerranéen, il est utilisé pour décrire les caractéristiques climatiques, notamment avec des étés secs, chaud, une certaine répartition de la pluviométrie avec des événements de très forte intensité, par exemple. Et on retrouve des points communs entre les caractéristiques climatiques
de notre région méditerranéenne avec celle d'autres régions méditerranéennes partout dans le monde. Par contre, la différence, c'est que, oui, par exemple, Californie, certains endroits en Australie, en Amérique du Sud, même en Asie, ou en Afrique du Sud d'ailleurs. Et à chaque fois, on a des choses communes qui sont des écosystèmes uniques, qui ont été façonnés par ce climat méditerranéen à l'échelle voilà, des longues variations de milliers, de dizaines, de centaines de milliers d'années, et pour lesquels on est très inquiet par rapport à la vitesse des changements actuels et futurs et leur capacité d'adaptation. Donc on a vraiment un risque de perte d'écosystèmes terrestres, mais aussi maritimes, avec cette richesse biologique qui fait la caractéristique de l'environnement méditerranéen. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect auquel je pensais, c'est, on disait on ne peut pas apprendre uniquement du passé. Néanmoins, on a deux aspects qu'on n'a pas mentionnés. C'est à quel point le patrimoine historique, culturel, de la région méditerranéenne, notamment bâti sur le littoral, est particulièrement exposé aux conséquences de la montée du niveau de la mer. Et parfois, on a tendance à opposer les conservateurs et les progressistes sur les questions climat. Et je me souviens que, par exemple, les conservateurs américains dans l'histoire, c'est ceux qui ont inventé les parcs nationaux pour protéger et transmettre. Et ceux qui sont attachés à ce patrimoine historique, notamment sur le littoral, ils devraient être les premiers à pousser pour une décarbonation rapide, pour limiter l'ampleur, la vitesse de la montée du niveau de la mer, pour préserver cette mémoire humaine unique sous forme de bâtiments, mais aussi des infrastructures clés. Et puis le troisième aspect auquel je pensais sur le volet de patrimoine méditerranéen, c'est en fait dans les différentes civilisations, cultures, sociétés qui se sont succédées, qui ont échangé, dialogué, appris les unes des autres autour de la Méditerranée. On a des savoir-faire de locaux, de traditions uniques pour être résilients face à des caractéristiques climatiques difficiles. Les sols pauvres, le manque d'eau par exemple, la gestion durable des ressources en pêche. Et on est en train de perdre complètement, en fait, cette longue culture de résilience, de soutenabilité. Je prends un exemple spécifique. Donc aujourd'hui, tout autour de la Méditerranée, comment mange-t-on ? On mange de plus en plus de l'alimentation industrielle, transformée, le régime occidental, qui pose d'énormes problèmes de santé, alors qu'on sait qu'une des sources d'alimentation la plus durable, la plus bénéfique pour la santé humaine et son empreinte environnement, c'est l'alimentation méditerranéenne, vous savez, avec les légumineuses, une utilisation parcimonieuse de la viande grillée, des fruits, des légumes de saison, des produits de la mer. Et en fait, peut-être qu'on peut aussi apprendre au mieux à revisiter cette longue histoire de résilience, de soutenabilité et revendiquer aussi cette alimentation méditerranéenne comme faisant partie de l'identité de la Méditerranée pour des enjeux extrêmement importants de santé aussi. La malbouffe, source de problèmes de malnutrition, d'obésité. Vous pointez une notamment influence, sur les rives sud. Vous avez parlé d'influence occidentale, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a, en termes climatologiques, il y a des influences qui viennent d'ailleurs aussi, finalement? Quelle est l'influence de ce qui se passe au Sahara? Quelle est l'influence de ce qui se passe dans le Grand Nord arctique sur la Méditerranée? En fait, le système climatique, il est interconnecté. C'est-à-dire en fait que ce qui fait la variabilité du climat, son évolution, ce sont ces interconnexions entre la circulation atmosphérique, océanique, les mécanismes amplificateurs qui sont à l'œuvre. Et si on prend par exemple le climat de l'Europe de l'Ouest, en fait on va vers une méditerranéisation, c'est-à-dire la zone de climat méditerranéen qui s'étend avec une aridification plus prononcée, qui s'étend jusqu'au nord de la France en été par exemple, avec une augmentation des pluies intenses et du ruissellement. Et donc je dirais plutôt dans ce sens-là, on va plutôt vers une méditerranéisation du climat des latitudes tempérées, d'où l'importance en fait de ce retour d'expérience construit dans l'histoire pour en faire un atout et un atout de résilience.
On est en train de planter de la vigne, je crois, en Bretagne, en Grande-Bretagne et jusque dans le nord. Donc effectivement, la Méditerranée s'étend. Je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle, mais c'est ce qui se passe. Alessandro Giacone, cette notion de Méditerranée, est-ce que il y a vraiment une histoire méditerranéenne ou c'est une histoire qu'on se raconte, nous, sur la Méditerranée pour se dire, oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe de spécifique en Méditerranée? Non, je crois que c'est une réalité, c'est quelque chose qui se produit jour après jour. Et encore une fois, je voudrais insister sur l'exceptionnelle accélération de tout ce qu'on est en train de vivre. Je donnerai un exemple qui va un peu au-delà de la Méditerranée, mais je vais y revenir après. Moi, je suis spécialiste de l'histoire de l'Italie. Prenons un pays dont on parle presque jamais, la Somalie. La Somalie est un pays qui a eu son lot de pauvreté, de guerre, etc. Les Italiens y sont pour quelque chose, bien évidemment. Mais c'est un pays qui vit de manière encore assez modeste sur le plan des émissions CO2. La Somalie, aujourd'hui, c'est 0,003% de ce qui est produit au niveau mondial, c'est-à-dire rien. Et pourtant, un État comme la Somalie, qui il y a 10 ans avait 2 événements météorologiques exceptionnels par an, aujourd'hui on a 223. Ça veut dire à peu près 2 jours sur 3, il y a une tempête très forte, il y a des typhons, il y a des ouragans, une situation insoutenable. Ce qu'on a vécu ici dans ces régions, ce qu'on a vécu récemment à Valence, là c'est à peu près 2 fois sur 3. Donc le quotidien Donc cette très forte poussée démographique, alors les Somaliens et également les Érythréens, il y a plus ou moins le même phénomène qu'ont connu les anciennes colonies françaises. On se retourne très souvent vers l'ancienne puissance coloniale. Et donc une arrivée massive notamment des Érythréens en Italie. Un autre exemple, un pays dont on a parlé récemment. Les évolutions en Méditerranée pour l'Italie, l'année 0, ça serait l'année 91. Pourquoi ? Parce que jusqu'en 91, l'Italie est un pays d'émigration. D'abord, bien entendu, vers les États-Unis, l'Amérique latine, etc. Ensuite, dans l'après-guerre, notamment vers l'Europe. 91, c'est la première année où le nombre de personnes qui arrivent en Italie dépasse le nombre de personnes qui quittent l'Italie. Et bien entendu, vous en avez peut-être encore ces images très impressionnantes à l'esprit de ce qui se passe avec l'arrivée massive des immigrés albanais qui quittent après la chute du communisme, sur ces énormes bateaux qui contenaient jusqu'à 10-15 000 personnes. Une arrivée massive, très concentrée, dans la région des Pouilles notamment. Une immigration en fonction des points de vue, qui d'ailleurs a été assez bien réglé, parce qu'il faut donner un espoir. Il n'y avait pas vraiment de préparation du point de vue gouvernemental. Il y a notamment la population locale qui a pris en charge, personnellement, des gens qui ont été hébergés, ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs en Pologne avec beaucoup d'Ukrainiens. On ne s'attendait pas à une politique d'accueil migratoire de la part de la Pologne. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, grâce à l'action directe de la population. Je fais passer quelques années. Beaucoup d'Albanais ont travaillé en Italie, se sont un peu enrichis, ont constitué un petit pécule, très souvent sont retournés de l'autre côté, parce que dans la manière dont la classe politique souvent présente ces évolutions, je parle notamment des partis populistes, c'est de voir toujours la migration comme un phénomène qui va dans un sens et pas de l'autre. Alors qu'en général, quand il y a la liberté de pouvoir revenir, quand les gens ont travaillé, mais vous avez plein d'exemples sous les yeux, pendant un certain nombre d'années, il y a très souvent un retour, car il a été calculé au niveau des Nations Unies que grosso modo, le pourcentage qui est fixe, pour le coup, à travers les âges, qui a vraiment envie de quitter son propre pays, c'est à peu près stable, c'est à peu près 2% de la population. Des gens qui, pour des raisons de travail, de goût personnel, ont envie de changer de pays. Mais ce n'est pas 98%. Donc, ce qui vraiment affecte le fait qu'on passe de 2% à 4-10% de la population, voire la moitié de la population, comme ça a été le cas récemment en Syrie, c'est également des événements naturels, enfin des événements climatiques plus ou moins naturels, et bien entendu des guerres ou des situations particulières. L'Albanie représente, hélas, un exemple positif et également négatif pour ce qui s'est passé récemment. Ce qui se passe il y a quelques années, après le retour massif des Albanais pour le coup en Albanie,
le pays s'est développé, certes pas au niveau des autres États européens, mais aujourd'hui on ne meurt pas de faim, il n'y a pas de problème de guerre civile en Albanie. Ça a été l'extraordinaire élan de solidarité qui a lieu au moment du Covid. L'Italie, vous savez, a été l'un des premiers pays en Europe à être touché par le Covid. Et dans ce cas-là, on a eu des collectes des Albanais qui ont aidé les Italiens. Ils disent, écoutez, vous manquez de masques, vous manquez d'assistance médicale. On n'oublie pas ce que vous avez fait à notre égard il y a 30 ans. Maintenant, c'est nous qui vous aidons. Ce qui était quand même une expérience extraordinaire. Ça, c'est pour le positif. Pour le négatif, mais on y reviendra tout à l'heure dans la question du traitement des migrations, ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire un accord qui a eu lieu entre le gouvernement italien et le gouvernement albanais, et le gouvernement italien a commencé à externaliser un peu le problème de l'accueil des migrants. Le premier pays à avoir essayé, c'était bien sûr le Royaume-Uni. Nous avons trop de migrants. En attendant qu'on décide sur leur statut, autant essayer de les envoyer au Rwanda. Ils seront loin, on aura le temps de voir. Expérience qui a été abandonnée. Aujourd'hui, il y a une expérience en cours lancée par l'Italie, mais l'Italie en cela un peu un laboratoire, essayant d'externaliser la question des migrants à l'Albanie. Et vous savez qu'il y a récemment 2 centres de détention et d'identification qui ont été ouverts à grands frais en Albanie. Mais on en parlera tout à l'heure, j'imagine. Oui, mais on peut poursuivre. C'est vrai que là, autour de la migration, il y a un enjeu méditerranéen très fort, puisque du point de vue de l'Union européenne, l'enjeu, c'est de traiter finalement les demandes d'asile sur la rive sud, c'est-à-dire d'empêcher au maximum les migrants d'arriver sur la rive nord. Oui, tout à fait. Et au-delà des questions éthiques, humanitaires ou juridiques, il y a un aspect sur lequel on n'insiste pas assez, c'est que ces politiques, et en cela, encore une fois, l'Italie est un laboratoire. Hein. Ça a été parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, on a évoqué le cas de Trump qui a été annoncé par Berlusconi 30 ans plus tôt. Aujourd'hui, on regarde avec beaucoup d'intention cette expérience d'un gouvernement que j'hésite à quand même à parler de gouvernement d'extrême droite, car il y a quelque chose que je vois très souvent dans la presse française, que Giorgia Meloni, c'est Marine Le Pen. Les choses sont plus compliquées. Marine Le Pen, c'est Matteo Salvini, ça, il n'y a aucun doute. Giorgia Meloni, c'est un phénomène un peu différent, c'est de l'ultra-droite allié avec la droite un peu plus modérée. Mais c'est quand même une expérience que Marine Le Pen regarde avec un certain intérêt. Est-ce qu'on ne pourrait pas expulser nos migrants de l'autre côté dans un autre pays, et c'est à eux, en les payant, que finalement on va déléguer cette fonction d'accueil, et hélas, on pourrait utiliser le mot tri. C'est une politique qui est coûteuse. Depuis 2016, on a essayé de faire ça avec la Turquie. On a déjà versé une dizaine de milliards d'euros. Hein. L'Italie a essayé de faire ça avec la Libye, la Tunisie. Aussi, en l'espace de 3 ans, ça a coûté à peu près 800 millions d'euros. Donc il faut dire aux contribuables qu'expulser tout le monde, ou du moins essayer à un État étranger décider qui peut entrer et qui ne peut pas entrer, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Et ça, je crois qu'on n'insiste pas assez sur cet aspect. Un exemple concret, ce qui se passe en Albanie. Un accord a été annoncé fin 2023, donc pour ouvrir 2 camps de détention qui ont été construits. La presse a pu les visiter quand ils étaient vides. Pendant 1 an, il ne s'est pas passé grand-chose. Ensuite, on a annoncé l'expulsion des premiers migrants comme expérience pilote. Donc ça, c'était il y a 2 mois ? C'était il y a 2 mois. On a trouvé 23 personnes qui ont été expulsées de l'autre côté. Ils ne vont pas seuls. Il faut bien sûr les accompagner. Petit scandale à l'italienne, on a découvert qu'ensuite, les policiers qui les accompagnaient étaient logés dans des hôtels 5 étoiles. Donc ça fait un raffut dans la presse locale parce que c'est encore ajouté 250 000 € à la note. Et in fine, une fois que ces centres d'accueil ou de détention ont été ouverts, bien entendu, il y a eu tout de suite une décision administrative qui a fait que 2 jours après, les 23 personnes, car il y avait notamment des mineurs, ont été rapatriées en Italie. Pour dire une histoire, mais on pourrait en citer d'autres. Finalement, entre des expériences qui sont présentées comme des expériences positives à imiter, il faut toujours voir concrètement comment les choses se passent. Et c'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui entre l'Italie et l'Albanie, la presse française en a un peu parlé, mais quand même c'est quelque chose de très intéressant au vu d'une possible évolution au niveau européen. Et là, on est quand même dans un exemple d'absence de vraie coopération, finalement, à l'échelle méditerranéenne. Pierre Zaouy, est-ce que la Méditerranée est un espace de coopération possible ? C'est d'abord un cimetière. C'est un cimetière très sinistre. Il y a entre 30 000 et 40 000 migrants qui sont au fond de la Méditerranée, qui
qui n'ont pas été secourus avec les moyens modernes. C'est pas très difficile de faire un système de veille ou de surveillance de la Méditerranée pour empêcher les migrants de se noyer. Bon, on ne veut pas, Frontex le veut pas, donc il y a une politique absolument délibérée là-dessus d'en laisser un certain nombre se noyer. Après, ce qui m'étonne, et j'aimerais rebondir sur ce que disait Alessandro, c'est cette question de l'immigration, puisqu'on est là dans cette table ronde avec Valérie Masson-Delmotte. Je me demande toujours, notamment parce que là ça concerne la quasi-totalité des pays méditerranéens, en tout cas du Nord, des pays d'Europe du Nord aussi, donc ce grand vent de droitisation et d'extrême droitisation qui fixe autour de l'immigration, alors que bien évidemment c'est un fantasme complet. On l'a vu en Italie, Giorgia Meloni est évidemment revenu sur l'immigration, elle l'a laissé faire. Enfin, il y a des vagues de l'électorat qui a besoin de l'immigration, la restauration, le BTP, les agriculteurs saisonniers, c'est l'électorat du Rassemblement national en France, de Giorgia Meloni et de Salvini en Italie. Donc bien évidemment qu'ils obéissent à leur électorat, et leur électorat ne veut absolument pas l'arrêt de l'immigration. Donc l'enjeu, de surcroît, les immigrations sont quand même pas très importantes aujourd'hui. On fait des camps inhumains dans d'autres pays, c'est quand même très peu de choses. Là, quand vous parliez tout à l'heure des naufragés, des réfugiés climatiques qui vont arriver, là on parle de centaines de millions. Bon, là on est à quelques 50 000 ou 60 000 par an, c'est à peu près dérisoire. Donc au fond, je me demande toujours, c'est pas l'immigration qui pose problème, c'est quoi ? Et je me dis, au fond, est-ce que cette droitisation, ça ne vient pas aussi en partie d'un certain rapport à l'écologie ? C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que tous ces climato-sceptiques, fondamentalement, ils ne croient pas très profondément à l'invasion climatique qui vient, et il y a quelque chose, et là il y a quelque chose, il y a un nœud qui serait intéressant à penser pour aujourd'hui, qui concerne très éminemment la Méditerranée. On disait, ça a été beaucoup analysé par Reich, puis Deleuze-Guattari, puis beaucoup d'autres, sur la montée du nazisme et du fascisme en Italie. Il n'aurait évidemment pas été possible sans que le nazisme et le fascisme captent le vote révolutionnaire et captent des désirs révolutionnaires de transformation sociale. On n'arrête pas de dire que les votes d'extrême droite captent une partie de la lutte de classe par rapport notamment à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, je passe. Mais il me semble qu'il y a au moins pour autant, et notamment sur cette question de l'immigration, ça capte une partie des angoisses climatiques très 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 fortes, c'est-à-dire qu'ils y croient à l'invasion. Alors que si l'invasion climatique a eu lieu, c'est vraiment qu'on est à peu près foutu, globalement. Enfin là, pour le coup, les historiens peuvent le rappeler, les peuples n'aiment pas se déplacer en masse. Personne n'a envie de quitter chez soi, il y en a quelques-uns, et cette peur, elle est essentiellement fantasmatique, sauf effectivement si on dépasse les 3 degrés ou les 4 degrés, où là, il n'y a plus aucun modèle climatique qui fonctionne, on va dans l'inconnu le plus total. Donc de ce point de vue-là, ce serait intéressant peut-être d'essayer de réfléchir à cette captation, et s'il y a un enjeu pour aujourd'hui, c'est comment on travaille au fond sur le fond de l'angoisse et de l'éco-anxiété qui est peut-être au fond du climato-scepticisme. Et là, il y aurait quelque chose qu'on n'a pas entendu, qu'il faudrait entendre. Alors Valérie Masson-Delmotte, travailler sur ce fond de l'angoisse, c'est aussi, je crois, une idée ou une priorité qui a été un peu définie, je pense, au niveau du GIEC, c'est-à-dire après des années et des années où le GIEC a tiré la sonnette d'alarme, et parfois avec des chiffres qui rendaient compte de la réalité, mais d'une réalité qui pouvait être, si on projetait, catastrophique. Il y a eu un peu l'idée de développer un peu le terme d'adaptation, c'est-à-dire ne plus voir le risque climatique comme en blanc et noir, mais de se dire il est possible de s'adapter, on ne va pas tous mourir, on peut s'adapter. Comment est-ce que ce terme d'adaptation s'est développé dans le registre climatique ? Donc, je rappelle, le GIEC qui fait le point sur l'état des connaissances d'une manière très rigoureuse, largement relue, transparente, en s'appuyant sur l'état des travaux scientifiques et ensuite une approbation par les représentants de tous les pays du monde. Et comme le montre la COP29, ils ont des intérêts géopolitiques très différents. Et donc, ça donne une profondeur de relecture rigoureuse assez exceptionnelle. Et depuis le début, les rapports du GIEC, ils analysent en fait l'état des lieux actuels, le changement climatique, les impacts, les risques futurs et les leviers d'action. Et les leviers d'action, en fait, ils sont de 3 ordres.
agir sur la cause du réchauffement, c'est-à-dire comment on décarbone dans tous les secteurs. Ensuite, faire face aux conséquences, c'est-à-dire la gestion de risque, l'adaptation. L'adaptation, en fait, c'est limiter les impacts négatifs d'un climat qui change, voire tirer parti des effets positifs. Mais l'adaptation, elle va aussi avec différentes dimensions. Elle va avec la notion de limite. Des limites aux capacités d'adaptation, des limites strictes. Par exemple, quand vous n'avez plus d'eau dans un cours d'eau, c'est une limite stricte. Et puis des limites qu'on appelle souples, qui sont liées en fait au financement, par exemple, aux capacités, aux investissements. Et puis enfin, on a la notion de risque résiduel. Vous réduisez vos émissions de gaz à effet de serre, vous investissez dans l'adaptation, dans la gestion de risque. Il y a ce qui reste, c'est quoi? C'est les souffrances en fait, c'est les pertes, les dommages. Et là, ça pose aussi la question de la solidarité, qui n'est pas aujourd'hui à hauteur des enjeux. Donc, on ne peut pas séparer l'adaptation des autres dimensions. Et aujourd'hui, dans les rapports du GIEC, c'est vraiment perçu comme des enjeux de transformation profonde, transformation vers la soutenabilité, transformation tenant compte de l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire un développement qui soit résilient, et puis un développement qui soit vers la neutralité carbone. Donc c'est l'ensemble de ces dimensions qui sont reflétées dans vraiment des trajectoires de transformation où l'adaptation, par anticipation, joue un rôle important. Je vous donne 2 exemples. Aujourd'hui en France, les plans de prévention des risques d'inondation, ils sont faits en regardant les pluies records du passé. Ils ne sont absolument plus pertinents dans le contexte où l'intensité des pluies records, et notamment les épisodes méditerranéens, augmente fortement à 7% de plus par degré de réchauffement, et c'est ce qu'on voit en France comme dans d'autres pays méditerranéens. Donc on voit le décalage entre ce qu'on utilise aujourd'hui pour dimensionner les ouvrages de protection et puis le climat qui change l'aléa, et le besoin de l'intégrer, c'est-à-dire dimensionner nos infrastructures, pas pour la pluie record du passé, mais pour celle à venir. Deuxième exemple, la montée le confort thermique dans les logements. Les logements les plus récents, norme RE 2020 en France, on utilise la canicule de 2003 comme référence extrême chaud. La canicule de 2003, c'était le record de canicule d'il y a 20 ans. Dans le climat actuel et des prochains 30 ans, la pire canicule, c'est 2003 plus 4 degrés. Donc aujourd'hui, on construit des logements, on les dimensionne en regardant dans le rétroviseur et en ne regardant pas à quoi faut-il se préparer pour être résilient. Donc ce sont des exemples assez précis, mais on retrouve en fait les mêmes défis tout autour de la Méditerranée. Et je reviens sur votre question par rapport en fait aux enjeux d'adaptation. Le vivant, les écosystèmes, ils ont aussi des capacités d'adaptation et des limites, des seuils de tolérance. Et c'est particulièrement un point de préoccupation autour de la Méditerranée. Et un des volets d'action de l'adaptation du vivant, c'est le déplacement. Donc en mer méditerranéenne, on a maintenant 1000 espèces, on va dire exotiques ou non autochtones au départ, qui en fait arrivent de l'océan Atlantique, tropical, de l'océan Indien, parce que les conditions de température tellement plus élevées maintenant en Méditerranée leur deviennent propices. Et c'est en fait une pression en plus pour préserver les espèces qu'on ne trouve qu'en Méditerranée. Et on a aussi un autre exemple en fait de coopération qui est dans la rive nord de la Méditerranée. On arrive maintenant à des plages de température qu'on connaissait avant sur la rive sud de la Méditerranée. Donc, dans la panoplie, par exemple, d'espèces qu'on peut cultiver ou d'arbres tolérants à ces types de sécheresse de chaleur, on peut apprendre, en fait, on peut avoir ce retour d'expérience sur la diversité des essences d'arbres, les cèdres, par exemple, de l'Atlas, ou bien sur la diversité des semences qui sont propices pour le climat actuel et futur. Mais dans les régions les plus chaudes, aujourd'hui, des conditions nouvelles qu'on n'a pas eues depuis des millions d'années, de température ou de pluviométrie, il n'y a pas d'analogue. Il n'y a aucun endroit, en fait, qui a eu ces conditions depuis des millions d'années aussi chaudes que celles à venir. Donc on va vers des situations inédites, on va vers des nouveaux écosystèmes et on y va très vite. Et les seuils de tolérance dont on parlait pour l'aggravation des risques autour de la Méditerranée, ce n'est pas à 3 degrés de réchauffement futur, en fait. Pour beaucoup d'entre eux, ils s'aggravent de manière très vive entre un monde à 1,5 degré et 2 degrés plus chaud, et on y va entre 2030 et 2050. C'est demain, en fait. Donc une adaptation. Il y a ce décalage. Oui. Il y a ce décalage, en fait, qui est incroyable entre la manière dont on pense, entre les valeurs enracinées, les pratiques juridiques, les délibérations politiques,
et la vitesse de ces changements, l'arrivée de ces risques. Et vous parliez tout à l'heure en fait des migrations, vous parliez de positionnement politique. Il y a quelque chose qui est très ancien autour de la Méditerranée, c'est le bouc émissaire, vous savez. Donc on ne regarde pas lucidement les défis, les enjeux de transformation. On ne regarde pas lucidement les erreurs de développement ou d'aménagement qui ont été faites. Et on cherche des boucs émissaires. Et ces boucs émissaires, ça peut être les migrants venant d'autres régions du monde. Ça peut être le fait de protéger la biodiversité dans les cours d'eau. Ça peut être aussi de blâmer la prévision météorologique. On est dans un contexte où on recherche de plus en plus des boucs émissaires. Pourquoi ? Pour retarder une vraie délibération démocratique profonde sur ces enjeux de transformation avec des défis technologiques, les systèmes techniques à transformer, des défis par rapport à la gestion des écosystèmes, le besoin d'aires marines vraiment protégées, d'aires terrestres protégées, d'agroécologie, d'autres gestions de forêts, et puis la sobriété. Et j'y pense parce qu'en fait, Averroès parlait de sobriété à son époque. Donc on est sur des tendances lourdes de consommation, mais faire face aux défis environnementaux et climatiques, c'est aussi en fait s'appuyer sur la maîtrise de la demande, la sobriété, l'alimentation méditerranéenne, la consommation, par exemple, de plastique autour de la Méditerranée. Donc cette question de la sobriété, elle revient aussi au devant. Et donc beaucoup, capacité, en fait, capacité beaucoup de personnes le voient comme une remise profonde en cause de notre société de consommation, le rejettent et cherchent des boucs émissaires. Capacité à prévoir, capacité à délibérer. Il y a des applaudissements dans la salle, je ne sais pas si vous les avez entendus. Capacité à prévoir, capacité à délibérer et capacité à s'adapter. Alessandro, historiquement, les sociétés ont quand même du mal à faire ces transformations. Oui, et je rejoins tout à fait le constat qui vient d'être fait. Notamment, pensons ce qui se passe au niveau européen aujourd'hui. Le constat est clair, il y a unanimité, sauf ce petit pourcentage, et ça c'est un aspect sur lequel je voudrais insister, de personnes qui continuent à ne pas croire parce que finalement, on a parlé tout à l'heure d'un certain conservatisme des habitudes. On préfère rester chez soi, on préfère ne pas bouger, sauf quand on est obligé. Mais nos habitudes, parce que finalement, là aussi, la logique du bouc émissaire est toujours la suivante. Ceux qui se trompent, c'est toujours les autres. Nos habitudes, nous avons tous des habitudes qui sont peut-être pas très saines, mais c'est pas grave. On a une capacité de se trouver des excuses qui est formidable. Alors pensons aujourd'hui ce qui se passe au niveau européen. Nous avons quand même une feuille de route qui n'est pas particulièrement audacieuse. Vous en avez tous entendu parler, le fait que cette année couperet a été fixée à 2035. 2035, c'est quoi? C'est pas l'interdiction demain de toutes les voitures qui émettent du CO2. C'est simplement l'interdiction de vendre de nouvelles voitures. Ça veut dire que l'existant continuera à circuler et en plus, les personnes pourront toujours acheter des voitures d'occasion toujours polluantes. Donc, je veux dire, ça ne bouleverse pas... Voitures thermiques. Voitures thermiques polluantes, bien entendu. Alors que le nouveau type de voiture électrique, il n'y a pas encore un second marché de la voiture d'occasion. Donc, finalement, c'est dans 10 ans, déjà beaucoup trop tard, parce que ce qui vient d'être dit, le changement a déjà lieu en 2030. Donc, nous avons une feuille de route qui n'est pas spécialement ambitieuse, sur lequel on s'est écharpé au niveau européen, qui n'est pas tellement accepté par la population, parce que dire quand même, j'ai pas l'argent pour m'acheter une nouvelle voiture, on l'a toujours fait par le passé, on a toujours acheté de nouvelles voitures. Mais le fait de franchir le pas, comme on l'a fait par exemple pour le téléphone portable, pour la voiture, ça tarde et ça dérange. Et j'en reviens là au niveau politique. Nous sommes aujourd'hui en train de voter la mise en place d'une nouvelle Commission européenne. Il y a, vous savez, un vote de confiance qui a lieu au Parlement européen. Et le vrai sujet, c'est ça. Les élections européennes, les dernières, ont été présentées comme un succès de l'extrême droite qui est tout à fait relatif en termes de sièges, parce que le rapport de force n'a pas tellement changé. Et là, j'en reviens au rôle important que joue l'Italie dans tout cela. Le parti de Giorgia Meloni, je répète, ce n'est pas tout à fait un parti d'extrême droite, c'est un parti conservateur. Et l'enjeu aujourd'hui, au niveau italien et au niveau européen, c'est est-ce que le parti de Giorgia Meloni va entrer ou pas dans la coalition qui va soutenir Madame Ursula von der Leyen. L'enjeu, que demande finalement Giorgia Meloni avec les conservateurs d'autres pays européens et bien sûr les extrêmes droites, c'est dit, nous on veut bien rentrer dans la coalition, mais on demande une chose,
on ne va pas emmerder les gens, grosso modo. Et donc, vous retirez ce Green Deal, c'est-à-dire cet accord de 2035 sur les émissions des voitures thermiques. C'est aussi simple que ça. Et donc, on passe de sujets très très larges qui affectent notre futur, et vous voyez vraiment à des questions de majorité, à quelques voix près, mais qui finalement vont avoir une incidence certaine sur notre avenir. Nous le savons tous. Alors, je précise qu'on va aborder la partie questions-réponses de notre débat, et donc n'hésitez pas à préparer des questions, et il faudra lever la main très très vite parce qu'on ne pourra pas prendre toutes les questions. Donc si votre question est vraiment importante, n'hésitez pas à vous manifester très très vite. Pierre Zaoui, je me tourne vers vous pour cette adaptation. Est-ce que là encore la philosophie peut nous aider ? Est-ce qu'il faut être dans une logique de combat ? Est-ce qu'il faut être plutôt dans une logique de la nuance ? Comment est-ce qu'on peut procéder ? Alors, l'adaptation, je suis pas sûr que j'aime beaucoup ce terme parce que c'est pas très sûr qu'il marche. C'est d'abord un concept darwinien, l'intelligence c'est l'adaptation. Et est-ce qu'on est capable de s'adapter ? Les espèces supérieures chez Darwin, notamment dans The Descent of Man, dans la filiation de l'homme, le sont par sympathie. Alors ça a beaucoup plu. On nous enseigne depuis 10 ans qu'il faut être plein de sympathie, plein d'empathie. Il faudrait apprendre à l'école l'empathie et la bienveillance. Je n'ai pas l'impression que nos dirigeants, les derniers gouvernements, étaient particulièrement empathiques et bienveillants. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme le folklore. Plus on parle d'empathie ou de sympathie, moins on en éprouve et moins on en ressent. Donc la solution darwinienne, c'est toujours dangereux, Darwin en politique. Ce qui me semblerait plus juste, ce serait une solution cynique. On retrouve le philosophe. Solution d'abord du cynisme ancien. Le cynisme ancien, il se définit essentiellement par une vertu qu'a bien analysé Michel Foucault dans Le courage de la vérité, qui s'appelle la parésia en grec, qu'on traduit généralement par le courage de la vérité ou par la franchise. Et je pense qu'il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité aujourd'hui, et de ce point de vue-là, il ne faut pas prendre sans doute des boucs émissaires et faire attention aux boucs émissaires, comme disait Valérie Masson-Delmotte, mais il faut aussi nommer les responsables de ce qui se passe aujourd'hui, et je pense qu'on ne les nomme pas assez, et que de ce point de vue-là, ce n'est pas une question de bouc émissaire, mais c'est le concept aberrant d'anthropocène, comme l'a rappelé Alessandro, est totalement délirant. Il y a plein d'êtres humains qui ne sont absolument pas responsables du réchauffement climatique. Un anthropocène, c'est-à-dire que les hommes, les Somaliens sont responsables du réchauffement climatique, les habitants des Maldives sont responsables du réchauffement climatique, ça n'a évidemment aucun sens. En revanche, il faudrait dire qui c'est. Il y en a un qui vient d'être élu aux États-Unis, il y a un certain nombre d'électeurs qui ont voté pour lui, il y a le directeur de Total en France, demandez aux Ougandais de vous en parler. Il y a un certain nombre de gens qui sont absolument partie prenante, bien plus que les autres, et je pense que ce travail de nomination est quand même déjà très important, et ça c'est le courage de la vérité. Donc le courage de la vérité, c'est dire qu'il est possible, puisqu'on parle des 1000 possibles, il est quand même possible que l'humanité disparaisse dans 2 ou 3 générations, ça fait partie des possibles. Je l'espère pas, le possible c'est pas le nécessaire, heureusement, c'est ce qui peut arriver, mais on faut vivre avec cette possibilité-là si on veut prendre quand même les choses au sérieux. C'est-à-dire que tout cela se fait quand même très très vite, et peut-être qu'il y a pire quand même que le réchauffement climatique. C'est évidemment corrélé, mais c'est pas le même problème. Il y a l'effondrement de la biodiversité, parce que on est quand même constitué de bactéries, on vit avec notre environnement. Si on détruit toute biodiversité, c'est pas sûr que l'espèce humaine puisse continuer à survivre encore très longtemps. On peut faire confiance quand même en l'humain, justement, en sa capacité de survie et de réaction. Vous avez un historien à côté de vous, non. S'il y a bien une personne à qui on ne peut absolument pas faire confiance, c'est en l'humain. Il faudrait... si la seule personne en qui je fais moins confiance qu'en l'humain, c'est en moi-même. C'est là ces concepts absurdes. Il n'y a pas de confiance en l'humain, il n'y a pas de confiance en soi. En revanche, on peut faire confiance dans les formes de solidarité, dans les formes d'aide, dans les nouvelles institutions. Et que si on regarde aujourd'hui, pour ne pas finir sur un désespoir complet, c'était Elias Sambar qui disait, je ne sais pas si le pauvre il peut tenir cette position encore aujourd'hui, mais il disait il y a une dizaine d'années que Elias Sambar, ancien ministre de la Culture palestinien.
les pessimistes ont très souvent raison, mais c'est un peu trop facile d'être pessimiste, parce qu'au fond, être pessimiste, c'est pas avoir à chercher de solutions et à se préparer, à dire « je vous l'avais bien dit ». Donc l'optimiste, lui, il est quand même obligé de ramer, d'essayer de se battre pour voir comment un peu s'en sortir. Donc c'est même pas l'optimisme de la volonté dont parlait de Gramsci, mais c'est simplement le fait que l'humanité peut pas vivre sans une espérance minimum. Donc, moi, mais alors je vais poser ma question différemment. Est-ce qu'on peut faire confiance aux nouvelles générations ? Non, pas du tout non plus. Non. Mais non, on ne peut pas faire confiance aux gens, se laisser seuls à eux-mêmes. De fait, on n'y arrive pas. La seule chose qui peut l'encadrer, ce sont les jeunes générations, c'est elles qui nous donnent l'espérance. C'est parce que des enfants naissent encore qu'on se pose toutes ces questions-là aujourd'hui. S'il n'y avait plus d'enfants du tout dans le monde, on pourrait tous aller faire du ski à Dubaï et ce serait très bien, quoi. Il y aurait plus d'enjeux climatiques, puisqu'au fond, après nous le déluge, comme disait Madame de Pompadour. Mais enfin, une humanité peuplée de Madame de Pompadour, ça ne fait pas très envie. Donc évidemment que les enfants sont la raison pour laquelle on fait tout ça. Mais après, la confiance qu'on peut avoir, c'est dans quel type d'institution. Le seul lieu politique, c'est le lieu d'institution. Et il me semble que les seules institutions porteurs d'espoir sont les institutions locales, les institutions municipales, les institutions régionales, et que de ce point de vue-là, il faut, s'il y a un espoir aujourd'hui, c'est dans une repolitisation au sens propre, de revenir à des cités. Tous nos États ont failli, il n'y a pas que l'État libyen ou l'État libanais, tous nos États ont failli, en tout cas sur l'action de réchauffement climatique, les villes beaucoup moins, certaines villes beaucoup moins, certaines régions beaucoup moins, et il faut s'appuyer sur une reconstruction à ce niveau-là. C'est la seule chose qui donne à la fois un horizon d'action et puis un principe qui sauve un peu un principe d'espérance. Le théâtre étant aussi un bel exemple. Merci. Merci à tous les trois. Valérie Masson-Delmotte, Pierre Zaouy et Alessandro Giacone. Et merci à vous pour les questions qui vont venir. Voilà, donc n'hésitez pas. On a, je dirais, 20 minutes, puisqu'il faudra quitter la salle à 16h45 pour laisser les techniciens préparer la scène pour le spectacle qui interviendra à 17h. Alors voilà, je regarde en essayant de voir des mains qui se lèvent. J'en vois une là-bas. Alors, bien sûr, s'il vous plaît, des questions courtes et des questions qui sont des questions. Oui. Bonsoir. Je vais faire très court, juste parce que je vous ai écouté parler d'éco-anxiété, de climat, etc. Et on est aussi des êtres humains. Je pense qu'on a énormément de mal à envisager notre fin, ce qui est notre c'est même le principe même de l'humain. Il a beaucoup de mal avec la mort et avec la fin. Et donc simplement, est-ce que ce serait si grave que finalement ça s'arrête pour nous? J'espère, si c'était le cas, que la planète, elle, par contre, gagnerait pour elle, pour la nature. On est en train de se battre aussi contre la nature, pour nous. Et donc, voilà, simple question très courte. Est-ce que si finalement l'humanité n'en sortait pas, ce ne serait pas si grave que ça? Voilà, merci. Merci. Valérie, vous avez bien entendu la question? Ah oui, très bien. Eh ben, allez-y. En fait, je pense que la question de fond, c'est comment on réinvente l'humanisme, puisqu'on est là pour les rencontres d'Averroès. Donc, comment on réinvente l'humanisme par rapport, en fait, aux enjeux de droits fondamentaux, de dignité humaine, mais aussi par rapport aux vivants non humains. J'en ai parlé à plusieurs reprises. On a aussi cette responsabilité sur les conséquences de nos actions, pas uniquement de manière instrumentale pour nos besoins, mais une responsabilité par rapport aux vivants non humains qui est importante. Et ce qui me semble le plus important à souligner, au-delà de l'urgence de la situation qu'on a tous esquissée, c'est montrer la capacité à agir. Et si vous avez regardé les rapports du GIEC, les rapports du Haut Conseil pour le climat, les rapports MEDEC, en fait, ils montrent les leviers de transformation, ils sont là. Et si on regarde juste 15 ans en arrière, on avait sous-estimé deux choses sur l'état des connaissances scientifiques, techniques, sociales, économiques. On avait sous-estimé l'aggravation des impacts du changement climatique et on avait sous-estimé les capacités de transformation rapide. Merci. Pierre Zaouy. Non, répondre là-dessus que on a tous de temps en temps cette tentation-là. L'humanité est quand même une espèce invasive et sa puissance de destruction paraît tellement sans limite. Et comme disait Heinrich Heine, l'humanité est une espèce trop stupide pour survivre. Donc bon, tant pis pour elle.
Mais en même temps, il ne faut pas y céder, parce que politiquement, c'est très grave de céder à cette tentation-là. Je pense que la Catherine Larère a raison. L'humanité ne peut pas, et vous l'avez rappelé vous-même au début de votre question, l'humanité ne peut pas se représenter sa propre fin. Et la psychanalyse serait d'accord avec ça. On peut penser la mort de l'autre sans aucun problème. Dans notre conscience ou dans notre inconscient, notre propre mort, on ne peut pas la penser. Et on ne peut même pas penser notre vie sur Terre sans la penser comme dans la perpétuation des générations qui viennent. C'est notre sens de l'éternité dont on a besoin. Donc il faut chercher une autre solution que la disparition de l'homme. Il faut d'une manière ou d'une autre trouver des institutions qui le domestiquent assez pour l'empêcher de détruire, mais politiquement, si vous essayez de convaincre les hommes de mettre fin d'eux-mêmes à leur propre existence, je crois que vous n'y arriverez pas. Alessandro. Je crois qu'on vit tous sur un double mythe. C'est le mythe de l'Atlantide, c'est-à-dire tout disparaît en même temps, et c'est le mythe du météorite qui aurait détruit les dinosaures. À chaque fois qu'on envisage la fin de l'humanité, on l'envisage comme une disparition simultanée de tout le monde. Or, en fait, la fin du monde a lieu à peu près tous les jours, c'est-à-dire avec la disparition de chacun d'entre nous, qu'on n'arrive pas à envisager pour nous-mêmes et qu'on voit très bien avec les autres. Donc, finalement, toute la question qu'il s'agit de résoudre, c'est finalement... Je réduis vraiment, ramasse cette question-là au minimum. La disparition de l'humanité serait-elle un problème ? Finalement, on pourrait même dire non, sauf que la vie, c'est tout ce qu'on a. Donc, à partir de ce moment-là, il ne reste plus rien. En tout cas, je voudrais vous dire bravo d'avoir posé la question très rapidement. Je pense que c'était une question assez essentielle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent ? Oui, pardon. Alors, merci. Essayez de me dire où vous êtes parce que je ne vous vois pas. Là-bas. Oui, ici. Oui, très bien. Bon, merci beaucoup pour le bilan de Sentinelle sur la question climatique. Merci à Valérie Delmotte-Masson pour sa lucidité. Une remarque et une question. La remarque, c'est l'étrange absence de la question démocratique et de la question des conflits. On n'aborde pas la Palestine, on n'aborde pas le Liban, on n'aborde pas Israël. Ça a été fait, et comme vous posez la question de la démocratie, ça va venir dans la réponse. Quelle est votre question, s'il vous plaît ? Alors, la question, elle est dans l'une de ses remarques. Valérie a dit discussion, décision démocratique. Pour la question climatique, localement, on n'est pas très efficace. Nationalement, on ne représente que 1% des émissions de CO2. Au niveau européen, c'est un peu mieux. À l'échelle mondiale, une décision démocratique vous paraît-elle possible alors que les négociations sont en fait de grands marchandages, des marchands de tapis ? Merci pour votre question. Pierre Zaoui ? Vous aviez parlé de démocratie quand même déjà un peu. Je crois que c'est un peu, et là c'est là où la Méditerranée est un hotspot, nos démocraties s'effondrent. Là, il faut le dire, c'est ça la paressie, c'est-à-dire que le réchauffement climatique et l'effondrement des démocraties, à mon avis, sont extrêmement liés l'un avec l'autre, mais l'idée qu'il y ait une solution démocratique au réchauffement climatique me semble, ou à la destruction de la biodiversité, me semble une illusion complète, puisque ce qu'on voit, c'est que le réchauffement climatique produit de la destruction démocratique. Ça ne produit pas des formes plus grandes de solidarité, ça produit des formes d'expérimentation du pire, y compris qui va même jusqu'au génocide. Donc l'idée de génocide ou de crime contre l'humanité n'est pas très compatible avec la pensée démocratique. Donc, cette crise démocratique, il faut la refonder. Donc, de ce point de vue-là, il y a une vraie pensée politique à avoir pour penser la question du réchauffement climatique. Et donc, avant de penser qu'on résoudra toutes les questions par des enjeux techniques ou par des enjeux de décision planétaire qui ne viendront pas. On le voit bien qu'ils ne viendront pas. C'est quand même très important, la seconde élection de Donald Trump aux États-Unis. La première, on peut dire, il ne savait pas. Là, on voit qu'une majorité d'Américains savaient parfaitement quel était son programme, qui en un sens, un programme qui est un programme de fin du monde, quelque part. Trump réalise la formule de Zizek, on mettra fin. Il est plus facile de concevoir la fin du monde que de concevoir la fin du capitalisme. C'est ça qui se joue en ce moment. Et là, la majorité des peuples, et c'est exactement pareil, on n'a aucune leçon à donner aux Américains, c'est exactement pareil en Europe, la majorité des peuples veut la destruction de la démocratie et annexement, si c'est possible, de la planète. Donc il faut prendre ça en compte. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille ? À mon avis, il faut
Si là, on est des démocrates, c'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y a de toute façon qu'une seule vie possible décente d'homme, comme le disait Aristote, c'est-à-dire dans la cité et dans des formes mixtes ou en tout cas républicaines ou démocratiques, on a besoin de réinventer ça à des échelles plus petites et que c'est pour ça que je vois la solution démocratique que dans la ville. Valérie Masson-Delmotte, vous êtes vraiment au cœur des institutions internationales. Comment voyez-vous cette question démocratique ? Je la vois à deux niveaux. Et partout dans le monde, quand on a confié à des assemblées citoyennes, des conventions citoyennes, la liberté, en fait, de délibérer par rapport aux enjeux climat, de faire émerger des propositions, ce sont des propositions très ambitieuses qui sont revenues et des propositions qui dérangent un certain nombre d'intérêts économiques, notamment. On l'a vu en France avec la Convention citoyenne pour le climat. Par ailleurs, on est dans des contextes de rapports de force très durs, qui se sont durcis. Par exemple, ceux qui font profit des énergies fossiles font tout leur possible pour retarder les transitions, alors que le coût des énergies bas carbone, renouvelables, photovoltaïques n'a fait que baisser, par exemple. Donc là, le but, c'est de gagner du temps par rapport même au progrès technologique. Et ces rapports de force, ils sont aussi très durs, par exemple, pour des pays dont l'activité agro-industrielle dépend de l'exportation de viande. Et on le voit actuellement sur les négociations de traités internationaux. Je l'ai vu dans le cadre des rapports du GIEC, c'était les 2 points les plus durs, viande et énergie fossile. Donc, comment s'appuyer sur finalement les institutions démocratiques ? Ce sont des questions, en fait, à tous les niveaux. Et au niveau international, je suis auditionnée mardi prochain avec d'autres collègues scientifiques par la Cour de justice internationale, à la demande de l'Assemblée générale de l'ONU, au consensus, tous les pays étaient d'accord. Sur quel sujet ? Les obligations des États par rapport à la protection du système climatique, sur des enjeux, en fait, liés aux écosystèmes, est lié aux droits humains fondamentaux. Et je pense que cette dimension-là, elle est aussi importante. Et sur le droit de la mer, par exemple, il y a eu un jugement l'année dernière très important qui mentionnait qu'on était sur vraiment des enjeux de civilisation par rapport aux conséquences des activités humaines sur l'ensemble des facteurs de destruction de la vie marine, y compris l'acidification de l'océan. Donc on a en fait l'échelle démocratique locale, nationale, internationale. Et au niveau national, ce qui est très frappant pour moi, c'est à quel point il y a un refus, mais vraiment un refus, d'ancrer une délibération sur les questions notamment climat et environnement. C'est très frappant sur les élections récentes, américaines, françaises et autres. On ne délibère pas, même dans les assemblées nationales, sur les stratégies bas carbone ou sur les plans d'adaptation au changement climatique. Pourquoi ? Et cela sert-il de ne pas l'aborder ? Poser la question du coût croissant des dommages, qui les supporte le plus, le risque d'exacerbation des inégalités. Poser la question du juste partage de l'effort pour la décarbonation. Poser la question de la responsabilité historique et actuelle. On n'est pas seulement à 1% des émissions de gaz à effet de serre, on est dans le top 10 des émetteurs. L'Union européenne est à peu près à part égale maintenant avec la Chine, responsable des émissions cumulées à ce jour. On a une richesse importante par habitant, une capacité à agir. Et puis la France, par exemple, c'est peut-être 1% de la population mondiale, mais c'est aussi le siècle des Lumières, par exemple. Donc l'influence qu'on peut exercer, elle ne s'exerce que, pas uniquement par ce qu'on fait sur son territoire, mais aussi par rapport à la vision que l'on porte. Et on peut construire des choses au niveau méditerranéen, je pense, importantes. Et c'est, je pense, l'esprit de ces rencontres d'Averroès, de s'interroger sur ce qu'est aussi cet esprit des Lumières dans le contexte d'aujourd'hui. Merci, Alessandro Giacone. Je peux résumer la question qui est excellente aussi. D'une autre façon, c'est une bonne dictature, ça nous permettrait d'aller plus vite ? Eh bien, il a déjà été répondu pour les démocraties. Nous avons quand même sous les yeux un exemple, plein de contre-exemples. Pensons aux dégâts climatiques et écologiques qu'ont fait des dictatures. Par exemple, pensons à l'Union soviétique, dans l'exploitation notamment de la mer d'Aral qui n'existe plus. Pour faire du coton à marche forcée, on a asséché, on a fait une catastrophe écologique. Un endroit où il y avait beaucoup de pêcheurs, une agriculture qui a complètement disparu, qui est devenue un désert. Pensons aux dégâts qu'a fait la Chine pour notamment faire cette industrialisation à marche forcée, avec
ce contre-exemple intéressant, c'est que la Chine, qui est un État totalitaire, qui a fait les pires ravages possibles, surtout en passant d'une économie où 1,5 milliard de personnes circulent à vélo, où tout le monde voulait sa propre voiture, en fait, la Chine montre, à contrario, qu'un régime dictatorial, pardonnez-moi de le dire, c'est certainement pas le fond de ma pensée, mais que les décisions ont été prises beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'il y a une transition vers la voiture électrique. Il y a 20 ans, en Europe, on était les leaders de la voiture électrique. On a perdu 20 ans. La Chine a fait ce travail pendant ce temps-là. Et donc, tout simplement parce qu'ils étaient dans une telle situation, c'est-à-dire l'état de l'air dans nos villes industrialisées européennes n'a rien à voir avec ce qui était Shanghai et ce qui est devenu Pékin. Ils n'avaient plus le choix. Donc, on arrive peut-être à un moment où on est tellement acculé devant une situation insoutenable que même des régimes dictatoriaux arrivent à prendre des mesures. L'espoir pour nos démocraties, c'est qu'on n'en arrive pas là et qu'on agisse avant d'avoir un air irrespirable comme celui de Shanghai il y a 10 ans. Merci. Alors, on peut prendre peut-être encore 2 questions. Voilà, il y en a une tout à fait en haut là-bas. Et s'il y a une deuxième main qui se lève, eh ben, on prendra aussi là. On me montre. Oui, si, très bien, d'accord. Donc, tout à fait en haut à droite et tout à fait en bas à gauche. Alors, je vais insister sur l'histoire de l'année 0. Oui. Parce que, bon, comme ça a été dit, ça n'existe pas, mais je pense, moi, je l'interprète comme l'auto-amnistie des intellectuels. Parce que ici, bon, c'est quand même les intellectuels et les médias, et je ne trouve pas qu'ils posent la question de leur responsabilité, et depuis longtemps. J'ai fait une thèse présentée en 81 qui disait qu'on doit éviter de comparer les humains avec des systèmes. Et j'ai essayé de... Bon, j'ai eu beaucoup de mal, je n'ai pas été écoutée. Et puis, et donc, votre question ? On voit le numérique. Et votre question, donc, c'est sur la responsabilité des intellectuels. Voilà, la responsabilité des intellectuels, parce que je pense que... bon, et par exemple, on entend la phénoménologie, bon, aussi bien... Enfin, voilà. Non, non, mais on a bien compris la question. Merci beaucoup. Alors, par ici, madame. L'histoire de la Méditerranée, c'est l'histoire de colonisation et de rapports de force violents. L'Antiquité, c'était du sud vers le nord ou de l'est vers l'ouest. L'histoire moderne, c'est plutôt l'inverse. Est-ce que, actuellement, c'est-à-dire chacun voulait imposer sa civilisation et sa société aux autres, pensant qu'elle était meilleure. Est-ce que maintenant, quelque chose pourrait nous laisser espérer une réflexion et une conscience commune de ce qui serait bon pour nous tous, tout autour de la Méditerranée? Merci, c'est parfait pour conclure cette table ronde. Alors peut-être d'abord la question des intellectuels. Pierre Zaoui. Je me couvre la tête de cendre. Je pense qu'il ne faut pas non plus leur accorder trop d'importance aux intellectuels, surtout aujourd'hui, mais qu'il y ait une... En tout cas, parmi ceux qui étaient censés être les sentinelles ou les lanceurs d'alerte ou les petits canaris de nos mines à ciel ouvert, c'est vrai qu'il y a eu un effondrement, une absence de conscience. Et là, moi-même, j'en fais partie. Je n'avais pas une très grande conscience des enjeux écologiques à la fin des années 90, alors qu'on sait tout depuis le début des années 70, depuis le Cercle de Rome. Il y a quand même des tas de choses qui sont sues, et vous avez absolument raison de le souligner, et qui n'ont pas été vues longtemps, en tout cas niées pendant longtemps. Mais bon, il s'est passé des choses. Il s'est passé la chute du mur. Si vous regardez bien, tout ce qu'on disait à la chute du mur, et là, tout ce que disaient les intellectuels en 89, c'est l'inverse qui se produit. On disait fin de l'histoire, fin des guerres, triomphe du libéralisme partout, c'est plutôt le triomphe du totalitarisme partout. Bon. Donc on s'est globalement totalement planté. C'est là où on peut que dire à la nouvelle génération, bon courage et puis surtout bonne chance. Voilà. Merci. Madame, comme vous avez parlé des médias, je prends ma part de responsabilité aussi. Les médias, effectivement, ont beaucoup tardé à prendre en compte la question climatique et le font pas suffisamment encore aujourd'hui. Peut-être qu'on va finalement donner à chacun le mot de la fin sur la question de Madame. Est-ce qu'on va pouvoir coopérer ensemble à l'échelle de la Méditerranée à l'avenir? Alessandro. J'espère que oui. Des rencontres comme celle-ci
le montre. Il y a des rencontres de ce style déjà depuis quelques décennies. Je me souviens que la ville de Florence les avait lancées en 1955. On avait un maire en odeur de sainteté qui essayait de faire dialoguer les juifs, les musulmans et les chrétiens au moment de la guerre d'Algérie en essayant de trouver une solution. Ça a fini par fonctionner, mais certainement pas grâce à ces rencontres intellectuelles, mais en tout cas, ça a jeté des graines pour l'avenir. Malheureusement, ce que je peux constater, c'est que les dernières tentatives politiques qui ont été faites, parce qu'on a eu quand même en 1995 un projet qui était ambitieux, c'était le processus de Barcelone au niveau de l'Union européenne, qui était relancé également en 2008, si mes souvenirs sont bons, par ce qui était une idée quand même assez intéressante lancée par la France, par Nicolas Sarkozy, de faire cette union pour la Méditerranée. Il s'agissait d'essayer d'échanger nos connaissances technologiques, également notamment avec un grand programme de panneaux solaires déployés à travers les déserts africains. Malheureusement, les projets politiques existaient. Il s'agissait aussi de régler une fois pour toutes la question de la Turquie, dire écoutez, on va vous associer, comme ça vous n'allez pas nous déranger, vous ne rentrez pas dans l'Union européenne. Il y a toujours des arrière-pensées politiques. Hélas, si en tant qu'historien, je fais quand même le bilan de ce qui s'est passé depuis 1995, c'est donc 30 ans, ça n'a pas donné grand-chose. Ça n'a pas donné ce qui devait être à la hauteur de nos espérances. Alors, il y a toujours l'espoir que peut-être dans les 10 prochaines années, que les choses fonctionnent un peu mieux au niveau de la coopération entre les États méditerranéens. Malheureusement, ce qui se passe bien sûr depuis un an, mais on peut déjà dire depuis une dizaine d'années, ce qui pouvait fonctionner sur le plan politique, vous savez, le but c'était de donner à une personnalité européenne et à une personnalité de l'Afrique du Nord. En l'occasion, c'était le président Moubarak. Ensuite, il y a les printemps arabes, donc c'était l'effondrement. Ce qui s'est passé également avec la question de la Syrie et plus récemment la question de la Palestine avec Israël n'incite malheureusement pas à l'optimisme. Pierre Zaouy, on vient de parler de la coopération entre les États qui est effectivement très mal en point, mais coopération entre les sociétés, est-ce que ça peut venir ? Il y a un livre intéressant, un roman assez amusant et assez glaçant de Jérôme Ferrari qui s'appelle Nord Sentinelle, puisqu'on parle des sentinelles. Je ne sais pas si vous connaissez cette île dans le golfe du Bengale, alors lui il est corse, donc il parle surtout de la Corse, mais évidemment il s'appelle Nord Sentinelle à cause de cette île qui s'appelle Nord Sentinelle, sur laquelle vit ce peuple des sentinelles que personne ne connaît puisqu'ils ont tué la totalité des missionnaires et des explorateurs qui ont essayé de les visiter. C'est le dernier peuple qui est sans contact avec la modernité, qui est protégé par l'État indien, et on estime la population à 200, 250. Et la question est qu'on est peut-être tous en train, et alors lui il réagit au surtourisme et dans sa Corse natale, et on a tous envie de se dire, bon, au fond, est-ce que les sentinelles n'avaient pas raison ? Est-ce qu'il ne faut pas tuer tous les étrangers ? Si le premier Indien qui avait vu que Christophe Colomb, au lieu de l'écouter, lui avait fracassé le crâne, est-ce que ça n'aurait pas été plus intéressant quand même pour les Indiens d'Amérique par rapport à ce qui s'est passé après ? Donc, c'est pas une question idiote, ça permet de respecter ce qui est absolument nécessaire politiquement, sinon ils ne nous écouteront pas, ça permet de respecter les électeurs du Rassemblement national, ça permet de dire, mais au fond, il y a un désir, pas du tout de coopération, il me semble qu'il y a un désir dans les peuples de tous des sentinelles, au sens de cette peuplade obscure du golfe du Bengale. Nous, on a envie de dire, et ça se voit pour la Méditerranée, nul homme n'est une île, et on ne pourra pas vivre en tuant. Et la Méditerranée, quand elle s'est coupée du monde entier, quand sont fermées les colonnes d'Hercule, elle a disparu. Donc non, il faut qu'on reste ouvert d'une manière ou d'une autre, et cette coopération, elle sera de plus en plus difficile. Et c'est à nous à la soutenir, autant en tout cas c'est la seule ligne d'espoir qu'on a un petit peu, parce que les choses se feront ensemble, ce ne sera pas un ou deux intellectuels qui le fera face aux enjeux qu'on a à faire, ce sera dans des productions du general intellect, comme disait Tony Negri, dans son franco-italien inimitable. Valérie Masson-Delmotte, le GIEC c'est évidemment un espace de coopération. Mais voilà, là aussi, au niveau des sociétés, des populations, de chacun de nous, est-ce que cette coopération, vous la voyez positivement ?
comme un horizon. Oui, effectivement, la question qui était posée sur les intellectuels, moi je parle que comme scientifique du climat, hein, de formation physicienne. Pour moi, en fait, il y a vraiment cette importance du respect, de l'ouverture, lorsqu'on fournit collectivement un état des lieux scientifique. Pour moi, le GIEC, c'est vraiment l'ouverture, la coopération avec des scientifiques du monde entier, de disciplines différentes, qui apprennent à s'entendre, qui tiennent compte de multiples commentaires de relecture critique, des perspectives des autres pays. Et ce qui est très frappant lors des sessions même d'approbation des rapports du GIEC ou lors des COP, c'est de voir à quel point on a une communauté scientifique qui a cette rigueur de raisonnement, qui construit en fait ces faits partagés, et qui observe parfois avec consternation le fracas géopolitique, les tensions, les jeux d'acteurs entre les différents pays. Je pense aussi que les connaissances, en fait, elles sont émancipatrices. C'est-à-dire, si vous vous appropriez ces éléments de connaissances scientifiques, ça permet de comprendre où on en est aujourd'hui, pourquoi nous en sommes là, comment nous pouvons agir. On n'est pas dans une tragédie grecque sur l'évolution future du climat. On a un ensemble de leviers d'action, pas évidentes, mais que l'on connaît de mieux en mieux, que l'on commence à mettre en œuvre, qui peuvent porter leurs fruits rapidement. Et donc cette dimension-là, je pense qu'elle est importante. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le déficit de culture scientifique de beaucoup de mes interlocuteurs dans beaucoup de contextes différents sur ces enjeux. Et puis le troisième volet, c'est plus que jamais, on a accès à l'information, notamment à travers pas uniquement les médias, mais les réseaux sociaux. Donc on a des jeunes générations beaucoup plus interconnectées que ça n'était le cas avant. On a aussi beaucoup plus de bulles, on s'enferme dans des bulles. Et puis on est beaucoup plus vulnérable par rapport à une désinformation qui pose une question fondamentale. C'est une menace pour moi énorme sur la vie démocratique. Cette désinformation qui est organisée par des marchands de doute, par un ensemble d'intérêts qui veulent notamment saper la vie démocratique. Et la dernière chose que je voulais mentionner, c'est par rapport au choix de la thématique Sentinelle, cette phrase en fait du livre d'Antoine de Saint-Exupéry, Sentinelle, un livre post-mortem, que j'avais utilisé comme citation d'ouverture dans un des rapports du GIEC et qui est la suivante. Donc c'est le regard en fait d'un pilote en fait. En ce qui concerne l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, bon, je ne dis pas seulement de le prévoir en fait, on a aussi besoin de l'anticiper, mais il s'agit de le rendre possible. Et je pense que c'est là aujourd'hui le défi pour l'ensemble en fait de la société scientifique, intellectuelle, mais aussi tout le monde. Et nous, dans mon domaine, les sciences du climat, on a beaucoup évolué et on est maintenant sur une approche en fait de co-construction de connaissances où on écoute différentes parties prenantes, on tient compte des savoirs locaux, des pratiques, on écoute le besoin d'information vis-à-vis du climat pour fournir à partir de ce que nous on connaît, des observations, des processus, des modèles, une information qui soit vraiment utile. Et voilà, c'est ce que je voulais décrire en fait sur la réponse à votre question profonde, madame. Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte, Pierre Zaoui, Alessandro Giacone. Merci à tous et bonne continuation aux rencontres d'Averroès.